Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale dédiée au discours du trône délivré ce soir par le roi, Sa Majesté le roi Mohammed VI. 20 ans de règne, c'est une durée longue, une période lors de laquelle beaucoup de choses ont été réalisées, d'autres moins. C'était l'objet du discours royal très attendu de cette fête du trône. Le roi Mohammed VI a ainsi longuement développé sa vision du nouveau modèle de développement économique dont il a dessiné les contours, le comment et le quand avec beaucoup de réalisme. Le souverain a également appelé à changer de méthode de gestion publique avec de nouvelles règles et de nouveaux profils qui devraient être nommés à la rentrée. Le roi Mohammed VI n'a pas manqué de rappeler également les fondamentaux de notre affaire nationale, le Sahara marocain, avec ses fondamentaux. Enfin, le roi a réitéré sa main tendue sincère dans un passage émouvant sur nos frères et voisins algériens. Nous débattrons en détail de ce discours et de son contenu avec nos invités. Abdeltef Komat, vous êtes doyen de la faculté de droit de Casablanca. Driss Issaoui, vous êtes analyste politique et ancien journaliste. Naïm Kamal, vous êtes directeur du site quid.ma. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. On commence directement par ce début de discours de Sa Majesté. Devant toi et devant Tout-Puissant, je fais le serment de l'accomplir avec un dévouement sincère. Dieu, d'accomplir la charge de présider ta destinée avec un dévouement sincère. Dieu est témoin de la persévérance avec laquelle j'ai défendu tes intérêts supérieurs et tes causes justes. Fin de citation. Commentaire, Naïm Kamal, on commence avec vous. Finalement, on a dit que ça n'allait pas être, que ça allait être une fête de trône comme les autres. Il l'est dans la forme, mais il ne l'est pas dans le fond, parce que le discours, on peut le qualifier de discours refondateur, et qui vaut d'une certaine manière le discours d'intronisation. Le roi a pointé avec des mots simples, sobres, directs, ce qui ne marche pas. Bien sûr, il a fait le bilan des réalisations de ces 20 années dont il faudrait être fier, mais également il a pointé toutes les insuffisances qui font qu'il y a un certain nombre de Marocains qui ne se sentent pas concernés par ce qui se passe au Maroc. Je crois que c'est cette déprime, on ne va pas dire générale parce qu'elle ne touche pas l'ensemble des citoyens, elle touche les plus démunis, ils sont les plus nombreux malheureusement. Et on a longuement parlé aussi, on reviendra sur ce sujet. Le roi a dit il serait toujours peiné de voir les Marocains souffrir, ne serait-ce que 1% de ces Marocains, pas le nombre que nous avons. Donc c'est pour dire l'ampleur du constat. Moi je crois que ça devrait être un discours choc, un discours qui devrait... On va revenir parce qu'on a le temps sur les différents chapitres de ce discours, mais il a annoncé un certain nombre de mesures dans cette commission. Et je note que le roi a spécifié qu'il y en a certains qui profitent pour que ce soit des commissions pour enterrer les dossiers, pour ne pas régler le problème. Il a dit toutefois qu'il y a des commissions qui ont réussi. Il en a cité quelques-uns, la Moudouana, l'équité et réconciliation, et j'en oublie un ou deux, et qui ont marché parce qu'il a veillé personnellement à ce que ça marche. Et en annonçant cette commission spéciale, qui ne sera pas un gouvernement bis, qui ne sera pas une institution, un organisme institutionnel permanent, mais qui sera à ses côtés et qui veillera à ce qu'elle produise ce qu'on attend d'elle pour que, enfin, le Maroc se retrouve entre lui-même et avec lui-même. Abdeltef Komat, une réaction donc sur cette profession de foi. N'hésitez pas à faire comme Naïm Kamal, à entrer dans le vif du sujet s'il le faut. Et ça revient un peu sur la phrase qu'avait dite le roi du Maroc au début de son règne. Je ne vous promets pas de réussir, mais je vous promets d'essayer. 20 ans après, c'est ce qu'il dit, et force de constater qu'il y a pas mal de réussites. Alors une réaction à cette profession de foi ? Très bien. En fait, nous sommes devant un projet de société. Aujourd'hui, on parle de développement. Le développement ne s'inscrit pas dans le court terme, il est dans le moyen et le long terme. Et en fait, aujourd'hui, après 20 ans, bien sûr, il y a un constat, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées, mais nous sommes dans la continuité. Et cette continuité s'inscrit dans un projet multiforme, dans lequel il y avait, bien sûr, il y a la dimension économique, il y a la dimension sociale, il y a la dimension politique. Et tous ces aspects ont été abordés par Sa Majesté pour dire que, bien évidemment, on a fait beaucoup de sauts, mais dans un réalisme et dans un pragmatisme. Bien sûr, il a étalé également les difficultés, les insuffisances, mais il a surtout donné des orientations pour un avenir plus prometteur pour la société marocaine dans son intégralité. Et ça également, c'est un point très fort, c'est-à-dire que le Maroc, et Sa Majesté l'a dit à la fin, c'est le Maroc pour tout le monde. Et c'est vrai, en évoquant 1%, si 1% ne sont pas
en fait, qui ne profite pas de cette évolution, Sa Majesté ne serait pas content. Donc ça veut dire que c'est un projet qui devrait concerner tout le monde, donc toute la société. Bien évidemment, il y a une dimension économique fondamentale, et bien sûr, on va y revenir, le nouveau modèle économique, parce que Sa Majesté évoque ce lien entre la dimension économique et la dimension sociale. Bien évidemment, l'objectif et la finalité, c'est le développement de la société, mais cela ne saurait se faire sans qu'il y ait un sursaut économique. Et là, bien évidemment, il y a une dimension fondamentale très profonde qui a été évoquée, le fait que le Maroc puisse passer de l'étape de la pré-émergence à l'étape de l'émergence, à l'iqla'. Et ça, ce sont des aspects très, très importants lorsqu'il s'agit du cycle de développement économique. On va y revenir parce que le Maroc a fait beaucoup, justement, pour préparer cette émergence. Aujourd'hui, les atouts, les éléments sont là, notamment le volet infrastructure, le volet réforme institutionnelle, l'instauration de la démocratie. Maintenant, il y a un effort à faire en matière d'économie, en matière de compétences, en matière d'initiatives privées, en matière d'entrepreneuriat. Et ces aspects-là, bien évidemment, constituent un peu les projets pour les prochaines années. Et bien évidemment, on reviendra tout à l'heure plus en détail. André Sezaoui, commentaire donc, toujours sur cette bien sûr, bien partie. sûr. Moi, c'est un discours en fait qui était attendu. Mais aujourd'hui, on a assisté à un discours, j'aime bien le terme de Naïm Kamel, de refondation. En fait, c'est un nouveau contrat social que le roi Mohammed VI propose aux citoyens. Et il parle justement dans une sémantique qui est assez particulière. Ce n'est pas le roi et le sujet, c'est le roi et les citoyens. Et ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, il a tenu à rappeler l'engagement qui était le sien, de travailler pour ce pays, de défendre ses intérêts et de chercher tout le temps à le protéger de tout ce qui pouvait toucher l'intérêt suprême de ce pays. Ça, c'est un point. Deuxièmement, il est revenu à des appellations assez intéressantes, c'est-à-dire ce qu'il a appelé les constantes et les symboles sacrés de la nation. Il y a 3 points. Le premier, il a parlé de monarchie patriotique et citoyenne. Moi, je trouve que c'est un concept que les politologues pourraient analyser, les spécialistes de la science politique pourraient analyser, qui est très intéressant. La monarchie patriotique et citoyenne, c'est un nouvel espace que le roi est en train aujourd'hui de remplir, mais surtout à vouloir donner du sens. Donner du sens à cette monarchie patriotique, qui est très proche des citoyens. Elle est dans la proximité, dans l'écoute et surtout dans l'action. Le deuxième point, d'ailleurs, le roi l'a dit lui-même, c'est la poursuite des réformes. Et le troisième point, c'était les réformes profondes, effectivement. Depuis 20 ans, on est parti du nouveau concept d'autorité au projet de développement. Et c'est une imbrication assez intéressante entre tout ce qui est économique. Mais quand on parle du modèle de développement, ce n'est pas seulement les grandeurs macroéconomiques qui l'emportent. C'est surtout cette vision d'un modèle de développement où s'imbrique le culturel, le sociologique, l'histoire, etc. Et sur ces 20 ans, on a vécu des événements. Et aujourd'hui, on a effectivement une offre de développement qui, très probablement, professeur Koumat vient de le souligner, quand on est sur un projet de développement, ce n'est pas un projet de court terme. Ce n'est pas de la conjoncture, c'est une construction sur le moyen et long terme et qui a besoin d'un certain nombre de fondements qui sont ceux qui ont été rappelés par le roi dans ce discours. Donc aujourd'hui, on est véritablement dans un point d'inflexion de son règne. Le roi du Maroc a un certain nombre de projets de règne qu'il a bien conduits. On peut parler de l'infrastructure, il y a effectivement des réussites, des échecs, il y a des frustrations, il y a des rythmes, parce que lui-même, souvent, si on prend tous les discours qu'il a prononcés, le nombre de fois où il a fustigé le rythme auquel vont les réformes, l'attitude de la société politique, les acteurs politiques, l'action des gouvernements, tout ça, parce que lui, il est dans ce contrat social avec le peuple, parce que même quand il donne mandat à un parti politique pour gérer un gouvernement, ce n'est pas un blanc-seing, ce n'est pas une carte blanche, c'est surtout un engagement pour réaliser un certain nombre d'objectifs. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, on est devant, à la veille, disons, sur le perron d'une nouvelle ère pour le Maroc. On l'espère tous. Il y a une réflexion qui déjà a été menée
dans un élan collectif de réflexion sur le nouveau modèle de développement. On y reviendra, mais je pense qu'il faut souligner avec force que disons, cette fête du trône, il y aura un avant et un après fête du trône 2019. Alors, je reviens donc, moi, en ce qui me concerne, sur ces deux premières phrases du roi, quand il dit Dieu est témoin de la persévérance avec laquelle j'ai défendu tes intérêts supérieurs à tes causes justes. C'est finalement, si on doit quantifier ça, c'est un PIB multiplié par à peu près 3. C'est le dossier du Sahara qui a fait un bond de géant, il faut le dire, surtout depuis ces quelques dernières années. Les causes justes, c'est les causes sociales et les causes politiques aussi. C'est l'IER, c'est la Moudouana, c'est l'INDH. Alors, en plus de discours de refondation que vous avez dit, Naïm, c'est un discours méthodique. C'est un discours méthodique où le roi donne, si vous voulez, le domaine de définition de son action. Alors, je reviens à vous, professeur Komat, pour cette définition de la monarchie patriotique et citoyenne. C'est quelque chose de nouveau. Comment vous lisez ça? Effectivement, parce que, en fait, le roi a toujours considéré que le volet social est un volet très, très important. Bien évidemment, le patriotisme, il y a plusieurs dimensions. Bien sûr, il y a la défense des intérêts suprêmes du pays, et il y a bien évidemment, en fait, la garantie d'une certaine équité, d'une certaine égalité, et cela passe forcément par la dimension sociale. Alors, lorsqu'on évoque le patriotisme, bien évidemment, cette dimension sociale, elle est fondamentale, parce que ça, on l'a vécu depuis le règne de Sa Majesté, c'est qu'il a toujours considéré que l'économie, elle est au service du social. Et que, quel que soit l'effort que nous allons faire sur le plan économique, s'il n'est pas accompagné par un meilleur équilibre, par une meilleure répartition des richesses, ce développement serait vain et bien évidemment ne serait pas à la hauteur de ses ambitions comme premier responsable de ce pays, mais également aux ambitions de ses citoyens. Et donc la notion de patriotisme, elle est fondamentale. Et moi, je crois qu'il y a des messages très profonds qui s'adressent également aux différents acteurs de la société. Partis politiques, bien évidemment, parce que lorsqu'on parle de patriotisme, ça a été toujours dit par Sa Majesté, il faut placer l'intérêt personnel en second lieu par rapport aux intérêts de la nation. Également, Sa Majesté s'est adressée durant ce discours aux citoyens marocains d'une manière générale pour lui dire qu'il est acteur de ce projet de société. Et donc, toutes ces composantes font que si on veut se développer, il faut que ce soit cette conscience que ce souci de patriotisme soit un souci partagé. Bien évidemment, le premier responsable, qui est le roi, la monarchie, est patriote, mais également tous les acteurs économiques, politiques, institutionnels, mais également le citoyen. Et là, bien évidemment, il a évoqué la notion de confiance, qui est une notion qu'il a placée en priorité. Avant d'évoquer les aspects économiques, il a appelé à ce qu'on réinstaure, à ce qu'on développe l'esprit de confiance dans tous les acteurs, dans les institutions, dans le pays, parce que, et ça c'est fondamental, on évoque ici des valeurs fondamentales, la notion de confiance, elle est très très importante. Il faut que tout le monde ait confiance dans son pays, dans son avenir. Et tout cela, bien sûr, c'est du patriotisme et bien évidemment, c'est une définition très profonde et qui pourrait être un des socles pour justement l'avenir de notre pays, parce que si tout le monde est patriote, certainement, beaucoup de choses verraient le jour et se développeraient dans de bonnes conditions. Naïm Kamel, quand le souverain dit monarchie patriotique et citoyenne, tout au long du discours, il a défendu une position qui est celle de l'ouverture sur l'extérieur. Alors, patriote ne veut pas dire forcément renfermement, et citoyen, comment vous lisez encore C'est exactement ça. D'abord, je voudrais dire que la monarchie patriotique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Lorsque son grand-père Mohamed V est allé le 9 avril 1947 à Tanger dire aux Français qu'il est temps de partir, quand il a accepté l'exil, que de céder
aux injonctions du colonialisme, c'était des actes patriotiques par excellence. Lorsque son père, Hassan II, a organisé la marche verte et œuvré à la récupération du Sahara, c'était un acte de patriotisme majeur. Qu'il le réaffirme aujourd'hui, ça a à mon sens quelque chose que l'on retrouve effectivement, comme a dit le professeur, dans le discours du roi. On l'a vu que l'appel à un nouveau modèle économique de développement et le constat de l'essoufflement du modèle actuel. Il ne date pas d'aujourd'hui. En 2017, déjà, de la Chambre des représentants, il s'est adressé aux Marocains, il s'est adressé, et dans les Marocains, les partis politiques, pour leur demander d'élaborer, de réfléchir, d'imaginer ce nouveau modèle de développement économique qui devrait conduire à la création. Je n'aime pas le terme égalitarisme, à une société égalitaire où il y a ce qu'on va retrouver dans son discours, l'égalité des chances, la nation ou l'État au service du citoyen, dans ce sens où il lui assure les facteurs essentiels à son épanouissement social, l'enseignement, la santé, il a englobé tout ça, l'emploi, le transport, il a enveloppé tout ça dans les secteurs sociaux. Et c'est à mon sens ce patriotisme qui a été décliné. Être patriotique, c'est, contrairement au nationalisme qui est enfermement et repli sur soi, parce que en arabe on dit wataniya, parce que peut prêter à équivoque dans sa traduction, mais dans la traduction du discours, on a bien utilisé le terme patriotique, c'est à dessein. Le patriotisme, c'est aimer sa patrie, c'est aimer son citoyen et, j'allais utiliser un terme chrétien, son prochain, et être à son service. Et on le voit tout au long du discours, il va nous parler de moralisation, il va nous parler de responsabilité, il va nous parler de mettre fin aux situations de rente existantes. Il va nous parler d'ambition, mais d'ambition au service de la société. Et donc, c'est ce patriotisme qui est décliné. Et quand il parle monarchie patriotique et citoyenne, c'est à mon sens tout ce que ce discours a étalé, que revendique. C'est une sorte d'osmose qui a été créée. C'est une sorte de réponse à toute une attente qui a été faite. Et c'est dans ce sens où, je crois qu'il a été déçu par la classe politique marocaine, encore une fois, qui n'a pas été à la hauteur de l'innovation d'un nouveau modèle économique et qu'il a créé une commission spéciale à laquelle il va convier des compétences multidisciplinaires, des polyvalentes, privées, du public, privées, publiques, pour essayer de voir, parce que tout le problème est là. Tout le monde est d'accord sur le constat. Il n'y a personne qui diverge sur le constat. Vous ne trouverez pas de Marocains, de ceux qui en profitent que de ceux qui n'en profitent pas, qui ne vous diront pas voilà les mots. Voilà les mots de la société. MAUX, bien sûr. Mais dès qu'on va décliner ce constat en comportement, on va voir que les comportements ne correspondent pas à ce discours. Et c'est pour ça qu'il a appelé à une révolution des mentalités. Et il y a un appel à la révolution des mentalités et des esprits, à cette révolution culturelle dont nous avons besoin au Maroc aujourd'hui, pour que les Marocains atteignent une certaine forme de congruence, de manière à ce que leur comportement soit à l'image de leur discours et de leur critique. Je crois aussi que s'il a tenu à souligner une monarchie patriotique, parce qu'on est dans un état où on constate un certain relâchement du patriotisme. On l'a vu, on le voit souvent sur les réseaux sociaux, même si, à mon sens, les réseaux sociaux ne sont pas très représentatifs, que dans les moments les plus critiques, les Marocains savent rebondir, se ressaisissent pour faire preuve de patriotisme. Mais il faut regalvaniser les énergies patriotiques, il faut les mobiliser pour qu'on puisse enfin, et c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, pour qu'enfin on puisse trouver les voies et moyens
répondre à l'attente sociale dans ce pays. Alors, je pense également, puisqu'on va s'attarder sur ça, parce que c'est important, cette épaisseur sémantique donnée à la notion de monarchie patriotique, parce qu'en fait, elle vient dans le cadre d'une trilogie que le roi a exprimée. Quand on regarde monarchie, dans l'analyse, dans la science politique, c'est généralement un pouvoir autocratique, etc., qui n'est pas du tout porté ni sur le partage du pouvoir, etc. Alors, le roi est en train de mettre une distance avec tout cela. Il dit plus que ça, c'est plus que le partage du pouvoir. C'est une monarchie qui est patriote, qui pose l'intérêt général au firmament de tous les intérêts qui puissent exister. Donc, il n'y a pas d'intérêt étriqué, il n'y a pas justement cette recherche de l'intérêt personnel. Et surtout, c'est une approche globale qu'il nous propose, parce qu'il a parlé de la consolidation démocratique et la quête du développement en même temps. Et en troisième lieu, les réformes, qu'elles soient politiques, au niveau des droits de l'homme, surtout la réconciliation. Nous n'oublions pas, ce que le Maroc a fait dans ce chapitre, il est inédit. Il est inédit, et aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays qui souhaitent justement faire ce travail de réconciliation avec son propre passé, une relecture objective de ce qui s'est passé, mais surtout en disant plus jamais ça, pour qu'on puisse justement mettre le pays sur les rails. Maintenant, alors, pardonnez-moi, avant d'entrer dans le vif du sujet du modèle de développement économique de la Commission que le roi a appelé de ses voeux, je reviens, je m'arrête encore un moment sur le terme citoyen. Le chef de l'État la parle exactement comme un citoyen, parce qu'il dit que beaucoup de choses ont été faites, mais il a assez de réalisme c'est pas la première fois. Pour dire les choses qui n'ont pas. Nous remercions, alors je relis, nous remercions également le Très-Haut d'avoir couronné de succès les initiatives et les actions que nous avons entreprises au service de notre peuple et de notre patrie. Certes, il ne nous a pas toujours été donné de réaliser tout ce à quoi nous aspirons. Absolument. Nous avons accompli un bon qualitatif en matière d'infrastructures, autoroutes, trains à grande vitesse, grands ports, énergie renouvelable, réhabilitation urbaine. Néanmoins, nous savons que les infrastructures et les réformes institutionnelles, si importantes soient-elles, ne sont pas suffisantes, d'où un devoir de clarté et d'objectivité qui appelle à nuancer ce bilan. Donc c'est un réalisme. On laisse Driss terminer, on revient à vous, Naïm, si vous voulez bien. Très simplement. Le roi, quand il parle comme ça, il est en train de ne pas faire un bilan. D'ailleurs, il a refusé de faire un bilan des 20 ans. Il dit, bon, c'est une fête du trône qui a sa symbolique profonde au niveau de la mémoire collective des Marocains, et ce n'est pas un bilan quantitatif. C'est vrai. C'est une pause d'étape ou un bilan d'étape. On arrête. Il n'est pas exhaustif. On voit ce qui s'est passé en bien ou en moins bien, non, et on corrige ce qui a corrigé. D'ores et déjà, il te dit, mon ambition pour mon pays, elle est beaucoup plus importante. Ce que nous avons fait, d'abord, il ne profite pas à tous sur le même pied d'égalité, il y a des frustrations, mais en même temps, on peut mieux faire, on peut aller plus loin, à condition, justement, comme ça a été dit par mes amis, qu'il y ait justement un intéressement à la chose publique, que les gens arrivent justement à se départir de leur attitude subjective et individuelle, à moraliser la vie publique, etc. Tout ça, ce sont des critiques. Ce n'est pas la première fois qu'il fait cette critique. À chaque fois qu'il a eu l'occasion au niveau du Parlement de dire « attention les partis politiques ». Et dans les discours du trône. Et dans tous les discours. Si on voulait les repasser un à un, on va retrouver qu'il y a des critiques acerbes, mais toujours en responsable politique, nous disons il faut revenir à l'ouvrage parce qu'il y a encore des choses à faire. Mais maintenant, je vous l'ai dit... On ne s'arrête pas au dysfonctionnement, on les constate, on les Il corrige faut les constater, mais trouver des réponses. Aujourd'hui, nous avons des dysfonctionnements qui sont assez graves sur l'éducation, sur la santé, sur l'emploi, sur la libération du taux de croissance de la pluviométrie pour pouvoir avoir une économie plus diversifiée et plus forte. On n'arrive pas encore à le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a encore des poches de rente, on a encore des intérêts bien constitués et qui ne permettent pas justement au Maroc de faire ce saut qualitatif
et d'aller vers l'émergence réelle. Naïm Kamal, un commentaire sur ça? C'est à peu près ce que vient de dire Driss Aissaoui. C'est-à-dire qu'il a listé, et on peut les relister facilement, et il a donné les grands exemples, ces chantiers structurants dont on a parlé au début de Rennes. On a le Port Med, qui devait être Atlantique, qui est devenu au Port Med, qui est une réussite, qui est aujourd'hui en tête en Afrique, qui aspire à devenir dans le top 20 à l'échelle mondiale. On a le complexe Nour pour les énergies renouvelables, qui est l'un des plus grands. On a les autoroutes qui ont été multipliées de 300 et quelques kilomètres. On est à 1800. On est à 1800 et quelques. Si on y ajoute les voies express, on va se retrouver à des chiffres un peu plus importants. On a un secteur financier et banquier qui est assez performant. On a des succès sectoriels très importants qui ont été réalisés et qui font que, par certains aspects, le Maroc pourrait être cité en exemple. Seulement, voilà, le constat royal est qu'il partage avec les Marocains et que tous ces succès n'ont pas induit les effets sociaux, c'est-à-dire surtout les Marocains. Il y en a qui en ont profité plus que d'autres et qu'aujourd'hui, il s'agit d'aller vers ce nouveau modèle. Et le roi l'a dit clairement, il a dit qu'il ne s'agit pas d'opérer une rupture. Ouais. Avec important. Ce qui s'est fait, c'est important. Mais c'est-à-dire qu'on a fait des efforts, il faut accumuler dessus. Il faut une forme d'accumulation, capitaliser sur ce qu'on a fait, voir ce qui nous manque par ailleurs et trouver les voies et moyens de satisfaire la demande sociale. Il y va de la survie même de la patrie et de la nation, du Maroc dans son unité, dans sa projection dans l'avenir, dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre. Tout cela est à mon sens très important. On les connaît, les problèmes. Et le roi l'a dit, bon, il a parlé de l'éducation, il a parlé de la santé, entre autres. Il ne s'agit pas d'abandonner ce qui a été fait, mais d'essayer d'améliorer, de voir comment le Marocain puisse avoir accès. Aujourd'hui, nous avons une santé à deux vitesses. Il y a des gens qui peuvent se payer un médecin privé, c'est la minorité. Il y a des gens qui vont devoir se contenter du service public. Ce dossier de l'enseignement. Où il y a des médecins militants qui sont au service. Ouais. On y arrive, Naïm. On reste sur cette... il y a un chapitre important, il vient d'en parler, c'est la question de l'éducation. C'est l'un des secteurs qui cristallise le plus d'inégalités. On va suivre le discours qui était un discours méthodique, donc on va suivre les choses. Vous voulez faire un commentaire? En fait, moi j'ai une lecture. J'ai une lecture en fait, de ce passage, parce que pour moi c'est un passage très profond. Le fait d'avoir évoqué ce qui a été réalisé dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine des libertés, avec, entre guillemets, beaucoup de modestie. Ça démontre la grande ambition qu'a Sa Majesté pour son pays, pour son peuple. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on fait le tour un peu de ce qui est écrit autour des réalisations du Maroc, tout le monde aujourd'hui évoque le saut très qualitatif qui a été fait dans le domaine notamment de l'infrastructure. Aujourd'hui, le Maroc est un exemple au niveau de la région et on va revenir un peu sur l'importance. Bien sûr, il y a toujours à faire. Ce que je veux dire, c'est que ces deux pans, à savoir l'infrastructure et la démocratie, les libertés et les réformes institutionnelles, sont très importantes. Et pourtant, Sa Majesté les présente comme non satisfaisantes ou non insuffisantes, justement parce qu'il a une ambition plus grande, c'est-à-dire un retour sur ces investissements. Parce qu'on peut en parler tout à l'heure, lorsque j'ai évoqué l'émergence, c'est justement, elle est préparée par deux volets fondamentaux, qui sont l'infrastructure, tout ce qui est investissement public, pour préparer le terrain pour l'investissement privé, et la deuxième chose, ce sont les réformes institutionnelles. Donc sur ces deux aspects, le Maroc a franchi des pas très importants. Bien évidemment, lorsque j'ai évoqué tout à l'heure l'éclat ou l'émergence, c'est-à-dire que nous avons un terrain favorable pour qu'on puisse justement passer à cette émergence, bien évidemment avec deux volets fondamentaux qui sont l'investissement privé, qui doit prendre le dessus, parce qu'aujourd'hui le Maroc est considéré comme un des très grands investisseurs publics dans le monde,
avec 32% du PIB qui est investi par l'État. Et le deuxième volet, c'est tout ce qui est réforme notamment des secteurs sociaux, accompagnant le développement économique, à savoir l'éducation, la santé, etc. Mais toujours est-il, moi la lecture que j'ai, c'est qu'il y a une très grande ambition pour Sa Majesté, pour considérer que c'est vrai, il y a beaucoup a été réalisé dans le domaine de l'infrastructure et des libertés et la démocratie, mais pour lui, ce n'est pas suffisant parce que son ambition, c'est qu'on récolte les fruits de ces efforts, notamment dans l'amélioration des conditions de vie, dans l'amélioration des aspects économiques, dans la réduction des déséquilibres sociaux régionaux. Ce sont les sujets sur lesquels, bien sûr, on va travailler pour l'avenir. Alors, mes amis, je sens un certain entrain et un allant incontestable. Nous avons entendu le discours de Sa Majesté, mais nous allons quand même suivre pas à pas, puisque les mots prononcés sont des mots qui sont importants. Et si le roi a pris sur lui de dire un certain nombre de choses, c'est que ça a une importance, comme par exemple pour la création de la commission spéciale pour le modèle de développement économique. Le roi a dit ceci: j'émets des réserves sur la pertinence de la création de commissions spéciales, car certains trouvent dans ce procédé le meilleur moyen d'enterrer les dossiers et de passer sous silence les problèmes qui s'y rattachent, et suivent les différentes commissions spéciales qui ont été faites, qui sont d'intérêt national, qui sont précises, qui sont véritablement et qui ont marché parce qu'il y a lié personnellement. Donc, je reviens à l'aspect citoyen de la chose, c'est-à-dire on va retrouver chez le chef de l'État le discours chez le citoyen lambda qui risque de dire bon, encore une commission, encore une autre. Ouais, le roi explique. Il a anticipé. Il a anticipé, il explique clairement, et puis il parle de la composition. Donc la composition, on est avec vous, Naïm Kamal, de cette commission, donc c'est qui regroupe différentes disciplines académiques et différentes sensibilités intellectuelles, en y faisant siéger des compétences nationales issues du public et du privé. Donc après avoir balisé et bien cadré la chose, enfin l'idée même de la commission, il dit voilà qui va la composer cette commission. C'est-à-dire ce ne sont pas les politiques dont vous parliez tout à l'heure, et uniquement les politiques. Mais dont la mission est limitée dans le temps. On y arrive justement, allez-y Naïm Kamal. Non, la commission, j'ai commencé tout à l'heure à le dire, c'est quand j'ai dit qu'il y a le constat que l'appel à un nouveau modèle économique ne date pas d'aujourd'hui. Il date de 2017. Ça fait 2 ans presque. Ça fait 2 ans presque. Et rien d'élaboré n'a émergé de la société. C'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité en même temps. Alors, il y a eu des essais ici et là, mais pas de cohérence globale. Oui, mais c'est-à-dire rien d'élaboré. J'ai bien été précis. Rien d'élaboré, vraiment élaboré, n'a émergé de la société. Rien de concret. Ça fait partie des insuffisances, justement, de ce modèle de développement en cours au Maroc jusqu'à maintenant, avec ses côtés positifs. On les connaît, mais surtout, aujourd'hui, c'est l'heure à l'aspect négatif. Donc, il y a cette commission. Et il ajoute qu'il va y avoir aussi des sensibilités intellectuelles, de différentes sensibilités. C'est-à-dire, c'est prendre en considération toutes les composantes de la société, mais dans ce qu'elle a de meilleur, pas dans ce qu'elle a de bras cassés. Et nous en avons. Et bien sûr que nous en avons, fort heureusement. Et de positif. Et de positif. Oui, donc, il faudrait... Maintenant, il y a toujours un risque. Dès que vous mettez une commission, c'est de se noyer dans les discussions. Et c'est pour ça peut-être... On revient à ce que disait Driss. Peut-être certainement qu'il a précisé qu'il y veillera, qu'il suivra de près ses travaux et qu'il ne la laissera pas patauger. On l'a vu, il l'a fait avec la Moudouana. Il avait confié la commission à une personnalité marocaine. Puis quand il a vu que ça ne donnait rien, il a changé la personnalité et là on a placé une autre. Et au bout de 3, 4, 5 mois, il avait donné ses fruits. La Constitution Donc, il y a la Constitution, c'est une conjoncture non, mais de 2011. Oui, mais, non, mais c'est dans le même esprit. Ça va être fait dans le même esprit. Oui, mais c'était beaucoup plus vaste. La Constitution, mais ici, il parle des profils des gens qui vont y siéger. Il te dit c'est des gens compétents, qui sont outillés, qui savent faire de la prospective. Moi, je relève qu'il n'a pas parlé de sensibilité politique. Il a parlé de sensibilité intellectuelle. Ouais. C'est-à-dire que le critère
de désignation. Différentes disciplines Oui. académiques, différentes sensibilités, des compétences nationales, ici du public et du privé. Ça peut englober aussi les partis politiques, mais dans le paragraphe suivant, il dit qu'il tient à souligner que cette commission ne tiendra lieu ni de second gouvernement ni d'institutions officielles parallèles. C'est-à-dire qu'elle travaillera, elle conseillera, elle donnera des recommandations. C'est pas un shadow cabinet qui va travailler à la place du gouvernement. Voilà. C'est des gens qui réfléchissent ou qui travaillent, on en connaît quelques-uns, sur le développement, sur les moyens de créer ce Maroc unique, parce que c'est le terme. Aujourd'hui, nous avons 2 romans nationaux qui se vivent en parallèle, qui font chambre à part. Les Marocains, il y a des Marocains qui vivent dans des conditions particulières et d'autres qui vivent dans d'autres conditions beaucoup plus favorisées, qui sont la minorité et qui font chambre à part. Il faut maintenant, cette commission devrait trouver et proposer dans la continuité, il l'a souligné, proposer les meilleurs moyens et la façon, parce qu'il ne s'agit pas, le problème aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça a été qu'on fait le constat, mais on ne trouve pas de solution vraiment pour faire redémarrer ce Maroc. Et il a pointé, l'un des points qu'il a pointé, c'est la performance de l'administration. Ça fait partie du problème. Alors, comment faire bouger? Donc, c'est à tout ce genre de problème qu'il va falloir trouver des solutions, mais des solutions concrètes et faisables. Alors, pourquoi? Alors, on peut se poser la question, pourquoi cette administration n'est pas efficace, n'est pas efficiente? Le constat a été fait. Le Maroc s'est engagé dans beaucoup de projets comme le gouvernement ouvert, etc., la moralisation de l'administration. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais le problème, c'est que même le ministère qui s'en charge aujourd'hui, il n'a pas de présence, même s'il est rattaché au chef du gouvernement. La stratégie pour la lutte contre la corruption, c'est une belle stratégie. Et on lui a inscrit un certain nombre de budgets qui n'ont jamais été débloqués. Très peu d'institutions. Non, alors, qu'est-ce qu'il faut? Quel est le problème qui se pose aujourd'hui? C'est que dans l'administration, il l'a dit, il y a des gens qui vont freiner des cas de fer pour ne pas changer, pour ne pas s'ouvrir, pour ne pas découvrir d'autres horizons. Pourquoi? Parce que ça n'est pas dans leur intérêt. Nous avons toujours un problème lancinant, celui de la convergence des politiques publiques. Mais c'est pas on ne comprend pas comment, dans un département, on va décréter qu'on va créer tant d'emplois, dans d'autres, on va faire autre chose, et quand on fait le bilan, on n'a rien fait. L'éducation nationale, ce qui est ahurissant, il y a une vision stratégique pour 2030, qui a été négociée dans la diversité d'une centaine de personnalités dans l'institution que préside C. Aziman. Et on a posé toutes les problématiques que l'on peut imaginer, notamment celles des langues d'apprentissage. Et au moment où on va lancer la loi cadre, c'est-à-dire que l'outil opérationnel avec lequel on va opérationnaliser cette vision, on commence à avoir des discussions de Philistins, disons des problématiques à n'en pas terminer, alors que ça a été... Alors, si on revient au texte sur le débat... On va écouter déjà un passage du discours de Sa Majesté sur l'état des lieux. Il en parle lui-même. 20 ans se sont écoulés depuis que m'est échue la charge de présider à ta destinée. La mission est à l'aune de la responsabilité qu'elle sous-tend, immense. Devant toi et devant Dieu Tout-Puissant, j'ai fait le serment de l'accomplir avec un dévouement sincère. Dieu est témoin de la persévérance avec laquelle j'ai défendu tes intérêts supérieurs et tes causes justes. Il est également témoin de la préoccupation absolue qui a été toujours la mienne, te servir en veillant à ce que tous les Marocains, où qu'ils se trouvent, jouissent équitablement et librement de conditions de vie dignes.
Nous rendons grâce au Seigneur pour les bienfaits qu'il nous a si généreusement prodigués en cimentant dans l'unité et la symbiose le pacte d'allégeance mutuelle qui lie le trône au peuple, en tissant entre toi et moi des liens d'affection et de fidélité que le temps raffermit et fortifie. Nous chantons ces louanges pour l'unanimité nationale qui rassemble tous les Marocains autour des constantes et des symboles sacrés de la nation, autour des choix majeurs du pays. Au premier rang, la monarchie patriotique et citoyenne qui se veut proche des citoyens en faisant siennes leurs préoccupations et leurs aspirations et en s'efforçant de les satisfaire. En deuxième lieu, la poursuite résolue de l'œuvre de consolidation démocratique et de quête de développement. Troisièmement, les réformes profondes engagées, les réconciliations menées à bonne fin et les projets d'envergure réalisés. Grâce à la conjonction de ces choix essentiels, Dieu soit loué, nous poursuivons l'édification du Maroc moderne en nous employant à aplanir les difficultés rencontrées en chemin. Nous remercions également le Très-Haut d'avoir couronné de succès les initiatives et les actions que nous avons entreprises au service de notre peuple et de notre patrie. Certes, il ne nous a pas été toujours donné de réaliser tout ce à quoi nous aspirons, mais aujourd'hui, nous sommes plus déterminés à maintenir le cap en capitalisant les acquis obtenus, en parachevant la dynamique de réforme en cours, en corrigeant les dysfonctionnements observés sur le terrain. وتقويم الاختلالات التي أبانت. Alors, je reprends donc le discours de Sa Majesté et Abdel comment on est avec vous sur les différents secteurs qui vont être concernés par le travail et l'examen des membres de cette commission. Donc, alors, au cours de ces travaux, elle devra prendre en considération les grandes orientations des réformes engagées ou en passe de l'être dans des secteurs comme l'enseignement, la santé, l'agriculture, l'investissement et le système fiscal. Ces propositions devront viser leur perfectionnement et l'accroissement de leur efficacité. Alors, on remarque que enseignement, santé, agriculture, investissement et système fiscal ont été les priorités du souverain sur les 2 ou 3 années écoulées, surtout sur cette année écoulée. Comment vous voyez les choses? Comment vous pouvez les expliquer? Alors, je voudrais tout d'abord revenir par rapport à cette commission dont on a parlé. En fait, il y a 2 dimensions, à mon sens, qui sont fondamentales. Tout d'abord, le discours de Sa Majesté appelant à la réflexion à un nouveau modèle économique date du 13 octobre 2017. Cette année et demie, presque 2 ans, à mon sens, n'est pas perdue, parce qu'il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de prises d'initiative, de réflexion. Et je crois que ces idées sont arrivées à une certaine maturité qu'il va falloir les converger, les consolider dans une vision partagée. Et c'est l'objet de cette commission. La deuxième chose, c'est que depuis le discours de Sa Majesté du 13 octobre 2017, là également, on n'a pas perdu de temps parce que, en fait, beaucoup de projets ont été initiés et qui cadrent parfaitement avec la vision du nouveau modèle économique. Parce qu'en quoi consiste ce modèle économique? C'est essentiellement de la création des richesses, c'est la création d'emplois pour les jeunes, c'est la réduction des déséquilibres régionaux, la réduction des déséquilibres sociaux. Et si on voit un peu ce qui a été fait durant cette année et demie, la formation professionnelle, les cités des métiers, l'adoption de la loi cadre de l'enseignement, la charte de la déconcentration qui a été adoptée en décembre 2018, et tout cela cadre parfaitement avec les orientations du nouveau modèle économique. Donc, à mon sens, les choses avancent. Et d'ailleurs, ça a été dit par Sa Majesté, cette commission va travailler, mais les projets vont continuer. Il ne s'agit pas de marquer un arrêt en attendant à ce qu'on ait ce nouveau modèle économique. Les grandes orientations elles sont connues et on travaille dans le sens justement de la concrétisation des grandes orientations. Alors vous avez évoqué les secteurs. Bien évidemment, il y a les secteurs fondamentaux qui sont l'enseignement et qui sont la santé. Bien sûr, il y a l'investissement, il y a la réforme fiscale. Si je reviens vers l'enseignement, aujourd'hui, lorsqu'on évoque le nouveau modèle économique, nous sommes dans une transformation radicale aujourd'hui de l'économie au niveau international, où il faut aller vers de l'économie basée sur une valeur ajoutée immatérielle, où il y a beaucoup de savoir, beaucoup de compétences. Et ça, on le vit au Maroc, il y a une transformation structurelle au niveau de notre économie. Bien évidemment, on préserve les secteurs classiques, comme le textile, comme l'agroalimentaire, mais on va vers l'automobile, on va vers l'aéronautique, on va vers les énergies renouvelables, on va vers l'électronique. Et donc pas assez. Mais nous sommes dans une tendance qui requiert
des compétences. Alors, Sa Majesté a appelé également un volet très important, qui est l'ouverture. Aujourd'hui, on le sait, le Maroc a attiré en 2018 47 milliards de dirhams d'investissements étrangers directs qui sont venus vers les secteurs que je viens de citer, et il y a encore beaucoup de potentiel. Mais pour cela, bien évidemment, on a évoqué l'infrastructure, c'est un point très fort. Mais aujourd'hui, la transformation, c'est au niveau des compétences. Et dans le discours de Sa Majesté, en fait, la notion de compétence a été évoquée plusieurs fois, à savoir la compétence pour la transformation de l'économie, mais également la compétence pour la gestion des affaires. Lorsqu'il a évoqué cette commission, il a insisté sur la compétence. Lorsqu'il va appeler le chef de gouvernement à lui proposer de nouveaux responsables, la notion de compétence est fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des transformations structurelles. Les sociétés, les économies se transforment. Ils se basent de plus en plus sur la notion d'économie des connaissances, sur le savoir, sur les compétences. Et donc, bien évidemment, la formation. C'est pour cela que la notion de formation, elle est fondamentale dans la construction du nouveau modèle économique. Bien évidemment, il y a d'autres aspects, la santé qui est fondamentale. Et puis, je reviens sur l'investissement et sur la fiscalité. L'investissement, le Maroc aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, l'investissement public, nous avons 31-32% du PIB. Mais l'investissement public, en fait, il prépare le terrain pour l'investissement privé. Aujourd'hui, on a besoin d'un investissement privé plus fort. Et pas forcément... L'investissement générateur d'emplois. Bien évidemment. Et lorsqu'on parle de l'investissement, pas forcément les grands groupes. Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur la TPME. Sur la TPME, la toute petite et moyenne entreprise, qui, en fait, tout d'abord, il va créer de l'emploi, des richesses, mais surtout, il va cadrer avec le développement de la régionalisation avancée. L'avenir, ce sont l'économie sociale et solidaire, ce sont les emplois de proximité. Et tout cela, forcément, passe par l'encouragement de l'initiative privée. Et on peut revenir un peu à l'INDH. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième phase de l'INDH, où il y a un volet économique fondamental, notamment les activités génératrices de revenus et l'intégration des jeunes dans les activités économiques, qui est devenu un pont. Pour la première fois dans la troisième phase de l'INDH, qui date de 2018, ce volet est devenu un axe prioritaire qui s'adresse aux jeunes pour les aider à s'intégrer dans la vie économique. Et bien évidemment, le volet fiscal également est fondamental. Nous venons d'organiser les assises fiscales au mois de mai et la tendance, c'est qu'il y ait une loi cadre pour cadrer les orientations fiscales pour les prochaines années. Et dorénavant, il ne faut pas procéder par des réformettes chaque année. Il faut qu'il y ait une loi qui cadre les réformes sur le moyen et le long terme. Et d'où l'objectif de cette loi cadre qui est en préparation, alors, qui devrait voir le jour. C'est quoi déjà une loi cadre par rapport à une loi qui n'est pas cadre? En fait, la loi cadre aujourd'hui, on l'a vécu il y a quelques jours au niveau de l'enseignement. On va le vivre prochainement au niveau de la fiscalité. C'est que nous sommes dans des orientations stratégiques. L'enseignement, par exemple, ça a été dit tout à l'heure par Cédric, nous avons la vision stratégique de l'enseignement 2015-2030. Mais si on n'a pas de loi cadre qui cadre un peu les orientations stratégiques, il y a des risques qu'à chaque fois qu'il y a un ministre, il va changer de voie. Il faudrait qu'on ait une vision stratégique. Mais il ne suffit pas qu'il y ait la vision stratégique, il faudrait qu'on ait une loi cadre qui cadre les orientations stratégiques et qui soit couplée par des lois organiques. Voilà, cadrée par des lois organiques. Là, on va entrer dans l'opérationnel. Parce qu'aujourd'hui, la loi cadre de l'enseignement... Donc pour éviter le risque qui s'est passé sur les dernières années, avec des gouvernements qui changent, qui viennent et qui... Voilà, la loi cadre, elle cadre les orientations générales, et puis on aura des lois qui vont réglementer le secteur de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, l'enseignement primaire, etc. Mais l'essentiel, c'est qu'on ait une vision et qu'on ait les moyens de la mise en œuvre stratégique, c'est-à-dire la concrétisation de cette vision, de l'objectif de ces cadres, de ces lois cadres, qu'ils soient au niveau de la fiscalité ou de l'enseignement. Mais la fiscalité, elle est fondamentale parce que c'est un vecteur, tout d'abord, de réduction des déséquilibres. On l'a vécu, on a vu au niveau des assises. C'est un outil qui va justement contribuer à la mise en œuvre du nouveau modèle économique, en stimulant la création de richesses, la création d'entreprises, en réduisant les déséquilibres sociaux et également les déséquilibres régionaux. Aujourd'hui, la fiscalité peut jouer un rôle fondamental dans la compensation entre les régions et dans une fiscalité adaptée aux particularités des régions. Et donc, ce qui a été évoqué par Sa Majesté, ce sont les ponts
qui doivent être construits pour justement être des vecteurs de mise en œuvre du nouveau modèle économique. Alors, Driss Issaoui, le gouvernement est aussi appelé à ne pas se croiser les bras en attendant que le nouveau modèle économique soit en place. Alors, le roi le dit, qu'il demande au gouvernement de préparer une nouvelle génération de grands plans sectoriels. Mais avant de continuer, on va écouter l'extrait du discours royal sur le nouveau modèle de développement économique. لقد أبان نموذجنا التنموي خلال السنوات الأخيرة. Les dernières années ont révélé l'incapacité de notre modèle de développement à satisfaire les besoins croissants d'une partie de nos citoyens, à réduire les inégalités sociales et les disparités spatiales. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé à sa réévaluation et à sa réactualisation. En fait, j'émets des réserves sur la pertinence de la création de commissions spéciales, car certains trouvent dans ce procédé le meilleur moyen d'enterrer des dossiers et de passer sous silence les problèmes qui s'y rattachent. Néanmoins, nous avons pris l'initiative d'en créer certaines auxquelles nous avons confié la mission d'examiner des questions d'intérêt national, comme la régionalisation et la constitution, le code de la famille, les affaires liées à l'instance équité et réconciliation. Notre suivi personnel de leurs travaux a permis d'atteindre des résultats concluants et positifs. À cet égard, nous avons décidé de mettre en place la commission spéciale chargée du modèle de développement. Nous procéderons à son installation à la rentrée prochaine. Nous avons veillé à ce que cette commission, par sa composition, regroupe différentes disciplines académiques et diverses sensibilités intellectuelles, en y faisant siéger des compétences nationales issues du public et du privé. Outre de l'expérience et une exigence d'impartialité, ces profils doivent être suffisamment outillés pour comprendre les dynamiques à l'œuvre au sein de la société et aller au-devant de ses attentes, sans jamais perdre de vue l'intérêt supérieur de la nation. À ce propos, je tiens à souligner que cette commission ne tiendra lieu ni de second gouvernement, ni d'institutions officielles parallèles. Elle jouera le rôle d'organe consultatif investi d'une mission limitée dans le temps. Au cours de ces travaux, elle devra prendre en considération les grandes orientations des réformes engagées ou en passe de l'être dans des secteurs comme l'enseignement, la santé, l'agriculture, l'investissement, le système fiscal. Ces propositions devront viser leur perfectionnement et l'accroissement de leur efficacité. Nous attendons de cette commission qu'elle remplisse son mandat avec impartialité et objectivité, en portant à notre connaissance un constat exact de l'état des lieux, aussi douloureux et pénible puisse-t-il être. Elle devra aussi être dotée de l'audace et du génie nécessaires pour proposer des solutions adaptées. Plutôt que de s'inscrire dans une logique de rupture avec le passé, il s'agit de poser un nouveau jalon dans notre processus de développement. Il importe avant toute chose de faire preuve d'audace, d'esprit d'initiative, d'un sens élevé des responsabilités lors de la mise en œuvre des conclusions judicieuses et des recommandations pertinentes qui seront adoptées, seraient-elles difficiles ou coûteuses. والتوصيات الوجيهة التي سيتم اعتمادها ولو كانت صعبة أو مكلفة. Juste avant donc que nous écoutions ce passage du discours royal d'Issa Issaoui, je vous posais la question sur le gouvernement qui est appelé à travailler en même temps. C'est-à-dire que Sa Majesté va mettre en place donc la commission la commission sur le nouveau modèle économique à début septembre. Elle aura une durée de vie déterminée, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on le saura. Mais d'ici là, le gouvernement devra continuer à travailler. Qu'est-ce qu'il devra faire? Le gouvernement doit en principe donner un coup de jeune à tous les plans sectoriels. Il y a beaucoup de plans sectoriels qui ont fait leur temps, notamment le plan sectoriel pour le tourisme. Nous avons aussi une évaluation nécessaire des retombées du plan Maroc vert, que je pense que le travail est en train d'être fait pour l'évaluer, voir un peu toutes les retombées, mais surtout ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi, qu'est-ce qu'il faudra faire, parce qu'en fait, il était question que le plan Maroc vert se fasse sur disons, en équilibre entre une économie capitalistique et une économie solidaire. Il faut voir ça de très près. Il y a aussi de grands chantiers qui sont lancés justement pour la création d'une nouvelle classe moyenne à travers la milquisation des terres collectives. C'est un appel aussi du roi. Il y a un autre projet qui est conduit dans le cadre du Compact 2 avec le MCC, le Millennium Challenge Corporation, pour justement aller dans ce sens. Ce sont tous des chantiers qui sont des chantiers de moyen terme, structurants.
Maintenant, il faut que le gouvernement travaille sur disons, des plans sectoriels qui doivent être dans la même veine que la réflexion qui est en train de mener sur le nouveau modèle de développement. Nous sommes pour un modèle de développement, d'abord, comme l'a dit Komat, axé sur l'économie du savoir, sur la valorisation de la ressource humaine et sur les nouvelles technologies, mais surtout sur l'ouverture, sur les investissements extérieurs, pas pour avoir de l'argent. Vous savez que quand le Maroc accueille, par exemple, $1, c'est-à-dire que lui dépense en contrepartie un autre dollar en avantage accordé aux investisseurs, etc. Ce qui est important, c'est que le Maroc, par ce fait-là, par cette ouverture, il s'insère de manière active et maîtrisée dans l'économie monde. Nous, on ne vit pas tout seul. Nous sommes dans un système où vous êtes intégré de manière positive dans l'économie monde, où vous êtes broyé par cette machine parce que vous n'êtes pas inséré de manière active. Donc, le gouvernement doit préparer un certain nombre de projets et un certain nombre de plans sectoriels rénovés, mais surtout pensés dans cette perspective-là. Très bien. Alors, Naïm Kamal, le roi a aussi demandé quelque chose de très clair, on l'entendait il y a un instant. La commission donc devra travailler, remplir son mandat avec impartialité et objectivité, faisant un constat exact de l'état des lieux, aussi douloureux et pénible puisse-t-il être. Elle devra aussi être dotée de l'audace et du génie nécessaire pour proposer des solutions adaptées. Pas de langue de bois, pas de faux fuyants, pas de crédit, on y va direct. Pas de mensonge, pas de poussière sous le tapis. Pas de poussière sous le tapis, bien sûr, sinon quelle serait son utilité? Et aujourd'hui, le souverain, il a besoin. Ça a le mérite d'être dit. Non, ça mérite, c'est-à-dire il met les gens devant leurs responsabilités. Leurs responsabilités. Il dit en toute impartialité, objectivité, un constat exact de l'état de lieu. C'est-à-dire, d'abord, bien sûr, on sait globalement ce qui ne va pas. Maintenant, aujourd'hui, la Commission est appelée à rentrer dans le détail, là où il y a le diable. C'est-à-dire, il va falloir situer les problèmes. Nous avons, par exemple, il le dit, nous avons des problèmes au niveau de l'administration. Moi, j'aimerais bien le citer là. Il dit « Le secteur public doit sans tarder opérer un triple sursaut en termes de simplification, d'efficacité et de moralisation. » C'est important, moralisation. On en parlait tout à l'heure quand on a évoqué la corruption. C'est essentiel pour le développement. C'est-à-dire, il ne faut pas rêver. Il faut qu'on commence par là. C'est peut-être l'une des choses que cette commission devrait établir et bien détailler. Il n'y a pas de développement possible tant qu'il y a la corruption endémique qui existe aujourd'hui. Il y a une pression sociale telle sur les Marocains que pour joindre les deux bouts, il y a un recours massif à la corruption. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et c'est ce que demande le roi. C'est exactement ce que demande le chef de l'État. Et pour tous les secteurs, pas seulement l'administration. Tous les étages, tous les niveaux de responsabilité. Et donc, une fois qu'on aura su là où vraiment ça grince, là où il y a les petites graines de poussière invisibles, mais qui enrayent la machine, on saura comment, en ce moment-là, répondre et apporter la solution efficace et efficiente qui pourrait concrétiser ou mettre en œuvre, enfin de pouvoir mettre en œuvre le nouveau modèle économique. Alors, ce nouveau modèle économique est en train de prendre forme, justement, et c'est ce que le roi appelle une étape nouvelle, dont les maîtres mots sont responsabilité et essor. Abdelatif Komat, je vous reprends dans ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que c'est vous qui le disiez, quand le souhait du chef de l'État est que le Maroc accède au club des nations avancées. Pour ça, la nouvelle étape que nous nous préparons à franchir, je le cite, abonde en enjeux et en défis internes et externes qu'il convient de remporter, suit la définition de ces différents enjeux et défis. Comment vous les voyez, la consolidation, l'ouverture, etc. Oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il s'agit de passage d'une situation de pré-émergence à l'émergence. Et ce sont des transformations structurelles. Bien évidemment, le terrain, il est propice. Tout d'abord, comme je disais tout à l'heure, il y a des efforts qui ont été consentis en matière d'infrastructure, en matière de réforme institutionnelle.
Bien évidemment, il y a des efforts à faire dans le domaine, notamment de la formation, dans certaines réformes institutionnelles, mais le terrain est propice à un passage au stade supérieur. Et c'est pour ça que nous avons tout à l'heure évoqué ce caractère historique de ce discours de Sa Majesté, parce que il ne s'agit pas du bilan, c'est vrai, mais après 20 ans, bien évidemment, il y a un constat, des choses faites, des choses qui devraient être faites, et surtout une projection vers l'avenir pour justement un avenir meilleur sur le plan économique et sur le plan social. Alors, ce qui est fait, ce qui devrait être fait, les grandes lignes, ils sont évoquées. On a évoqué tout à l'heure les réformes au niveau de l'enseignement, au niveau de l'investissement, au niveau de la fiscalité, etc. Il y a également un volet très fort qui est l'ouverture. L'ouverture. Alors là également, le Maroc est fidèle à lui-même. Hein, ça, on le sait, à part quelques années... Moi, je vous interromps pour lire ce passage qui est très important, parce que non seulement le chef de l'État dit, comme deuxième enjeu et défi, le défi de l'ouverture, mais pour mieux appuyer et souligner ça, il poursuit en disant « et le refus du repli sur soi ». C'est ça. Afin que les choses soient mieux comprises, quoi. Très bien. Pourquoi ? Particulièrement dans le domaine lié aux expériences et aux expertises internationales. Moi, j'aimerais bien... j'aimerais bien qu'on puisse nous... Très bien, parce que tout cela, en fait, le Maroc, on le sait aujourd'hui, c'est un pays très ouvert. On a une économie très ouverte. À peu près 60% d'importation plus d'exportation par rapport au PIB, il est classé parmi les pays les plus ouverts sur le reste du monde. Le Maroc également a signé jusqu'à aujourd'hui 56 accords de libre-échange. On le sait, avec bien sûr avec la Turquie, avec les pays arabes, avec des pays africains, avec l'Union européenne, bien évidemment, avec laquelle nous avons à peu près les 2/3 de nos échanges. Et il y a eu tout un débat par rapport au bien fondé de ces accords de libre-échange. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, tout d'abord que c'est une voie stratégique. C'est une voie stratégique, c'est un choix qui est assumé depuis plusieurs années. On y va, bien sûr, très difficile, mais on l'assume. On l'assume, et ce qui est toujours évoqué lorsqu'on évoque les accords de libre-échange, c'est l'aspect commercial. Pour dire que nous avons un déficit commercial avec l'essentiel des pays avec lesquels nous avons des accords de libre-échange. On projette en fait un commerce excédentaire avec les futurs ZLEC, la zone de libre-échange avec les pays de l'Afrique, où il y a d'espoir pour qu'on ait un rapport commercial positif. Mais à mon sens, il ne s'agit pas de limiter ces accords de libre-échange à l'aspect commercial. Il s'agit tout d'abord, bien évidemment, de l'inscrire dans la dynamique économique et financière dans sa globalité, notamment l'attrait des IDE, les investissements directs étrangers. Si le Maroc aujourd'hui est considéré comme le pays le plus attractif dans la région MENA des investissements étrangers, c'est parce que, notamment, il est lié par des accords de libre-échange à d'autres pays. Aujourd'hui, si nous avons au niveau de l'industrie automobile un secteur qui se développe, c'est parce que les accords de libre-échange nous permettent d'exporter la voiture à partir du Maroc vers l'Égypte. Ça n'aurait pas intéressé Renault de s'installer d'une manière très forte s'il n'avait pas cette possibilité d'exporter à partir du Maroc des voitures vers d'autres pays, notamment du continent. Voilà. Il faut également l'inscrire, et ça c'est fondamental, ce qui a été dit par Sa Majesté, aux opérateurs marocains, nombre d'opportunités de rehausser leur compétitivité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc, à un certain moment, on avait des taux de douane très élevés, qui dépassaient les 100%. Et il y avait un protectionnisme qui faisait qu'on pouvait produire n'importe quoi, avec n'importe quel coût, du moment que le marché intérieur était protégé, n'importe quelle qualité. Dès que nous sommes entrés dans le processus de libéralisme avec, bien sûr, l'OMC, d'accord, en 1994, le Maroc a intégré les accords de l'Organisation mondiale du commerce, et puis en fait, le cycle des accords de libre-échange, l'économie est devenue très ouverte, aussi bien au niveau import qu'export, et bien évidemment, tout cela incite l'entreprise marocaine à être plus compétitive. Aujourd'hui, on doit et on devrait être compétitif sur le marché local, parce que nous sommes concurrencés par une liberté d'importation, et on doit être compétitif à l'export,
Parce que l'export, on ne peut de toute façon réussir que si on est compétitif. Et donc là, c'est un volet très important parce que l'apanage de l'ouverture, c'est la compétitivité. Et bien évidemment, il y a des effets négatifs, notamment le risque du déficit commercial, etc. Mais il faut voir le côté plein du verre. C'est une incitation à l'amélioration de la performance et à la création de nouveaux secteurs, et c'est ce qu'est en train de faire le Maroc. Et donc là également, c'est un volet très important qui est une autre dimension du nouveau modèle économique, c'est qu'on va rester une économie ouverte, parce que cette ouverture nous apporte certaines choses. Bien évidemment, il faut qu'on soit à la hauteur pour justement pouvoir confronter cette ouverture, notamment en développant les compétences et en développant notre infrastructure et en développant des secteurs technologiques. Et donc, c'est un défi, l'ouverture, c'est une réalité, mais c'est un défi qui nous incite justement à nous inscrire encore d'une manière plus forte dans ces orientations définies par Sa Majesté. Alors, restons sur ce deuxième enjeu d'Idriss Issaoui, c'est le défi de l'ouverture et du refus du repli sur soi, avant de passer au troisième enjeu qui est celui d'efficacité institutionnelle. En ouverture, vous en parlez depuis tout à l'heure. Oui, j'essaie de... Maintenant, allez-y. Très bien. Alors, l'histoire de l'ouverture, elle est simple. Dans la théorie du commerce international, on évoque ce qu'on appelle la nécessité de protéger des industries naissantes, etc. On n'en est pas là. On est dans un système mondialisé. Toutes les activités sont interconnectées. Nous ne sommes pas aussi connectés que d'autres pays, par exemple, aux sphères financières, mais sur le plan des activités réelles, c'est-à-dire l'économie réelle, on est sur des activités qui peuvent gagner en efficacité si elles sont ouvertes. Parce que nous avons quelques secteurs qui ont, dans les stratégies, ont vieilli et on n'est plus compétitif et on n'arrive pas à les ouvrir. Aujourd'hui, il y a un effort qui est fait par le secteur du textile et de l'habillement parce que c'est un secteur qui était fort employeur, disons fort pourvoyeur d'emplois. Il a connu une phase difficile. Aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe au niveau de la fédération de ce secteur, avec des jeunes, avec des investissements colossaux qui sont consentis, mais pas consentis de manière, disons, unilatérale. C'est des joint ventures qui sont faits avec des investisseurs étrangers qui permettront au Maroc de ne plus rester sur les conceptions du développement du textile et de l'habillement tel qu'on le faisait durant les années 80-90. Aujourd'hui, il y a de nouveaux défis, il y a de nouvelles façons de faire. Même pour l'automobile, nous sommes dans une success story, mais on est obligé, le Maroc est obligé de s'inscrire dans la nouvelle tendance au changement pour l'électrique. Et je pense que Renault et Peugeot sont d'ores et déjà dans cette logique en ce qui concerne les usines qu'ils ont implantées au Maroc. C'est quelque part l'objet de ce que dit le roi, parce qu'il y a justement un tassement actuel au niveau de l'industrie automobile, peut-être dû à ça, ou peut-être dû à autre chose. Non, le tassement, c'est-à-dire à partir de l'année prochaine, en France, parce qu'en fait, il y a des pénalités sur tout ce qui est écologique par rapport à l'Europe. Si vous ne changez pas, c'est-à-dire l'empreinte carbone, vous la payez cher. Donc, il faut passer à des véhicules alternatifs, notamment l'électrique. En France, ça va se faire. En Afrique, ça traîne encore les pieds. Donc, Renault et Peugeot auront la possibilité d'exporter des voitures traditionnelles, mais l'hybride va se développer. Mais juste pour revenir à ça, nous avons des secteurs qui sont nés, développés et qui ont été élevés dans la protection pendant des années. Et le fait est que ces gens existent, ils sont aujourd'hui membres de la CGM, etc. Ils continuent d'être protégés. Et le roi vous dit, je ne veux pas citer ces secteurs parce que je pense qu'il ne veut pas remuer le couteau dans la plaie, pour dire, attention, il y a l'intérêt national qui prime, ce n'est pas votre intérêt, il faut regarder de près. Il y a une accusation directe, parce que la phrase est explicite. Il dit que si il ne veut pas les citer, mais il dit parce qu'ils prétendent que l'ouverture à la concurrence nuirait à l'emploi. En vérité, ça nuirait à leurs intérêts propres. Ils cherchent à préserver leurs propres intérêts. Parce qu'en fait, les pays qui se sont insérés de manière active dans la mondialisation, ils ont réussi. Mais vous ne pouvez le faire que dans la mesure où vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez votre développement. Vous êtes arrivé à développer vos investissements, à former votre main-d'œuvre et à maîtriser la technologie.
ce qui n'est pas encore le cas. Nous avons des champions marocains sur tout ce qui est nouvelles technologies de l'information. Et d'ailleurs, il le dit, nous disposons d'atouts indispensables à cette nouvelle ère que le Maroc doit vivre. C'est-à-dire là où, quand il a parlé de la responsabilité et de l'essor, c'est du ressort de l'économie. La responsabilité, elle est plus éthique, elle est plus valeur, elle est plus engagement patriotique et citoyen. Et vous voyez comment, depuis le départ, il y a un fil conducteur, il y a un fil rouge depuis le départ jusqu'à maintenant. On ne peut pas réussir si on n'a pas les bonnes institutions, si on n'a pas les valeurs qu'il faut, si on n'a pas les hommes qu'il faut, si on n'a pas les partis politiques qu'il faut, si on n'a pas le gouvernement qu'il faut. Alors c'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, qu'il y a un fil conducteur qu'on va essayer de suivre. Et donc cette étape nouvelle qui se décline selon 4 enjeux et défis, ces 4 enjeux et défis sont articulés 2 à 2 à mon sens. Le premier, c'est donc, il est plus économique, c'est la consolidation la consolidation des acquis et la confiance. Le deuxième est le défi d'ouverture, donc de repli. Et le troisième et le quatrième sont de nature plus sociale et politique. Et donc, ça va être à vous, Naïm Kamal. Le troisième enjeu est le défi de l'accélération économique et l'efficacité institutionnelle. Et le quatrième, c'est le défi de la justice sociale et spatiale pour parachever l'édification d'un Maroc porteur d'espoir et d'égalité pour tous. Si vous avez un commentaire là-dessus, sachant que ça ouvre sur on parle du fil conducteur ça ouvre sur l'axe suivant qui est celui du changement quelque part du personnel des institutions. L'accélération économique. Le Maroc a un taux de croissance autour de 3 qui n'est pas très bon. Il n'est pas très bon, le Maroc pourrait faire mieux. En plus, il est fluctuant. Et ces fluctuations, ça va entre 2,7, 2, 3, 1. Jusqu'à 4. Ça, c'est les prévisions, mais ça fait longtemps qu'on ne les a pas atteints. Donc, il y a cette nécessité de l'accélération économique. Or, l'accélération économique ne peut se faire que si l'institutionnel suit. Si, on l'a vu avec les centres... les centres régionaux d'investissement. Ils ne sont pas encore sortis, la nouvelle formule n'est pas encore sortie. Il n'est pas encore sorti. Ça, c'est l'un des problèmes majeurs auxquels on est confronté. C'est tout l'efficience, un terme qui est souvent revenu dans ce discours. Donc, en même temps, il y a l'imagination. Aller imaginer de nouveaux secteurs de développement, de nouveaux domaines d'investissement, ne pas vivre sur l'existant et sur l'acquis. Essayer d'être un peu plus imaginatif par rapport à ce qu'on a été jusqu'à maintenant. L'institutionnel, c'est encore une fois l'administration, c'est encore une fois les autorisations, c'est encore une fois les impôts, c'est encore une fois tout. Les collectivités territoriales qui gèrent les affaires de tous les jours. Exactement. Donc, si on n'accélère pas, si on ne réforme pas l'institutionnel ou la vitesse à laquelle travaille l'institutionnel et sa réponse, la rapidité avec laquelle il apporte les réponses aux investisseurs, aux créateurs d'emplois, aux créateurs de richesses, évidemment, il n'y aurait pas d'accélération économique. Il nous demande de faire évoluer les mentalités des responsables. J'y arrive. Et qu'est-ce qu'il dit? Encore une fois, on revient sur ce phénomène des mentalités. Il faudrait que la mentalité marocaine évolue, change, de manière à ce que, elle sorte de l'esprit d'El Tzedbar. Il faut qu'on le dise clairement. Il faut qu'on sorte de cette mentalité. Il faut que l'administration ou tout ce qui est au service du citoyen et de l'économie et de son développement cesse de ne voir que des opportunités de rente et qu'il à court terme et intéressé. Et qu'ils se mettent au service du pays essentiellement. Évidemment, c'est l'une des tâches, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je le sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. On va aller au fil conducteur dont parlait Driss Aissaoui, la solution est là. Oui, la solution est là. Je dis, si vous n'apportez pas la réponse en même temps, il y a une dialectique infernale. Si vous n'apportez pas la solution au problème des gens,
vous ne pouvez pas les sortir vraiment et vous ne pouvez pas produire vraiment cette révolution des mentalités et des esprits. Donc tout ça est lié. Bon, ça va prendre du temps. Il ne faut pas imaginer que ça va se faire du jour au lendemain. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a l'orientation. L'une de ces orientations est celle-ci et que la Commission va devoir voir les voies et moyens de la mettre en œuvre. Alors, nous y sommes, justement. La réussite de cette nouvelle étape passe par l'implication des institutions et des instances nationales concernées. Elle exige également que tous se mobilisent afin... Je vous parlais des solutions. C'est pour vous, Abdel Kamad. Je vois juste le passage, si vous me le permettez. Elle exige également, je cite donc Sa Majesté, elle exige également que tous se mobilisent afin que le principe selon lequel les intérêts de la nation et des citoyens doivent passer avant tout ne soit plus une formule, comme vous semblez pouvoir le dire il y a un instant, Naïm, mais qu'il retrouve toute sa substance. Alors, il y a plusieurs passages, plusieurs expressions, plusieurs mots et termes qui sont utilisés. Donc, c'est la nécessaire implication du citoyen marocain, c'est un esprit de citoyenneté agissante, c'est une nouvelle génération, c'est de nouvelles compétences aux différents postes et niveaux de responsabilité. Conclusion, du 109 doit donc être apporté au sein des institutions et des instances politiques, économiques et administratives, y compris le gouvernement. Et à cette fin, Abdel Komat, nous chargeons donc, Sa Majesté charge le chef du gouvernement de soumettre à notre appréciation des propositions visant à renouveler et à enrichir les postes de responsabilité, tant au sein du gouvernement que dans l'administration, en les pourvoyant de profils de haut niveau choisis selon les critères de compétences et de mérite. Il y aura un grand chambardement. Avant d'arriver au chambardement. Jusqu'au gouvernement. Il y a des gens qui vont mal dormir. Jusqu'au gouvernement, la phrase est claire et forte. Oui. Très forte. Je voudrais revenir sur en fait, ce qu'a dit tout à l'heure c'est Naïm par rapport le fait de parler en parallèle de l'économique, du social, des institutionnels. C'est parce que nous sommes devant un discours structurant pour les prochaines années. Ce n'est pas un discours de conjoncture, c'est un discours de structure. Et lorsqu'on évoque les structures, bien évidemment, la dimension développement a été évoquée. Sa Majesté l'a dit clairement, notre ambition est de hisser le Maroc au rang des pays développés. Donc nous sommes devant la notion de développement. Et bien évidemment, le développement, c'est une dimension globale et intégrée. On ne peut parler de développement que si on intègre toutes les composantes de la société. Bien évidemment, la dimension économique est fondamentale, mais lorsqu'il s'agit de faire évoluer l'économie, on parle de croissance. Par contre, si on parle de développement, c'est toutes les composantes de la société qui doivent œuvrer pour la transformation de la société vers une vie meilleure. Et bien évidemment, il y a la dimension économique qui est fondamentale, mais il y a la dimension politique, il y a la dimension institutionnelle, il y a la dimension sociale. Et donc, c'est pour cela que tous ces aspects ont été évoqués dans le discours. On ne peut pas, en évoquant le développement, nous arrêter à la dimension économique. Donc, le développement, c'est tout ça, et c'est pour cela que tous ces volets ont été abordés. Alors, vous avez évoqué l'appel à une dynamique et à un changement. Je crois que c'est quelque chose qui est normal, qui est habituel. On l'a vécu depuis plusieurs gouvernements, à la mi-mandat. Donc, il y a, en fait, ce que je peux appeler un réfléchissement ou un changement qui porte sur... bon, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, on l'a toujours vécu. Et je crois que c'est le droit de Sa Majesté, à un certain moment, de faire le point par rapport à la dynamique du gouvernement et de proposer qu'il y ait des changements. Et bien évidemment, on va attendre un peu la rentrée pour voir ce que ça va donner. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Abdel Komat, sur ça. Je rejoins plutôt Délice Aïssaoui, à qui je poserai donc la question aussi. Vous avez parlé de toilettage, le terme est un peu fort quand même, puisque le roi a dit quand même, cela ne signifie évidemment pas que le gouvernement et les structures publiques ne comptent pas de compétences en leur sein. Ça veut dire que les compétences sont là, mais qu'il faut changer et surtout mobiliser tous ceux qui sont à l'extérieur des centres de décision. Des centres de décision, des centres de pouvoir, tous ceux qui sont à l'extérieur sont appelés à venir et à apporter leurs compétences jusqu'au sein du gouvernement. Il me semble, c'est à vous d'expliquer ça, si vous le voyez comme ça, que ça dépasse un peu la notion de mi-mandat dont parlait Abdel Komat, mais là, on est sur
sur un nouveau modèle de développement économique qui nécessite quand même toutes les compétences de toutes les forces vives du pays et il faut aller les chercher. Si elles sont là, il y en a qui sont là, c'est bien. Si elles ne sont pas là, il faut aller les chercher. C'est comme ça que je vois ça. Aujourd'hui, c'est un appel à des administrations de mission. On n'est pas avec des pantouflards qui vont plans de carrière. Voilà. Il n'y a pas de plan de carrière. De choc, quoi. Voilà, c'est des ministères de mission. Pourquoi? On leur demande d'imaginer de nouveaux plans sectoriels de développement. On leur demande aussi d'imaginer de nouveaux projets. Pourquoi? Tout ça, c'est la première rampe de lancement pour le nouveau modèle de développement. Parce qu'il y aura une phase de transition, mais avant d'y aller, déjà, on accumule sur ce qui a été fait de manière positive. On va vers de nouveaux projets qui vont pouvoir faire cette transformation. Mais ça, c'est les femmes et les hommes qui sont dans le gouvernement, dans les administrations publiques, dans les grandes entreprises publiques, pour pouvoir gérer tout cela. Et il y a des gens qui ont commencé à ronronner. Il est temps quand même qu'ils aillent se faire un peu de sport et un peu d'exercice. Ça leur fera le plus grand bien. Très certainement. Naïm Kamel, la dernière phrase de Sa Majesté sur ce point-là, donc d'appel aux compétences et aux forces vives de la nation, après avoir dit que le gouvernement recèle quand même des compétences en son sein, nous souhaitons mettre à contribution... C'est une clause de style. Je ne pense pas que ce soit une clause de style. On ne peut pas dire que le gouvernement a fait des compétences quand même. Mais nous souhaitons mettre à contribution des profils dotés d'une nouvelle mentalité. C'est là où c'est important, d'une nouvelle mentalité, à même de hisser l'action à des niveaux supérieurs. Non, il y a dans ce discours l'expression d'une conscience aiguë du vrai problème, qui est en même temps facile, et sa difficulté est dans sa facilité. Tout le problème est dans les mentalités. Aujourd'hui, si vous ne changez pas les mentalités des Marocains, vous ne changerez rien. Rien ne changera, rien ne bougera. Donc, le roi, à mon sens, il est conscient de l'énormité de la tâche. Parce qu'on peut changer. Et pour changer les gens, il faut refaire leur éducation. Et pour refaire leur éducation, c'est qu'il faut les mettre sous la menace. Sous la menace que personne n'est éternel, que personne n'est indispensable, qu'il y a une relève, qu'on est en train de la chercher, ou maintenant, ça va créer de l'émulation au sein des institutions et ça va donner un second souffle et que les gens, en ce moment-là, vont se remettre sérieusement au travail, conformément à l'impartialité, l'intégrité, la moralité, etc., où on va mettre quelqu'un d'autre à la place. C'est-à-dire, il n'y a plus, comme on l'imagine dans l'administration, il ne devrait plus y avoir, je dis il ne doit plus au présent, non, il ne devrait plus y avoir dans l'administration des positions acquises pour longtemps, où vous êtes rentable. Des chasses gardées, des sinécures, des pantouflards. Des pantouflards, les plans de carrière, on devrait en terminer. C'est le rendement, c'est l'efficacité dans le travail, c'est la puissance mise dans le service public, c'est l'énergie que vous apportez. Tout ça doit être mis en œuvre. Parce qu'une fois qu'on aura entre les mains les propositions de cette commission sur le chemin à prendre pour atteindre... parce qu'on est en train de vraiment... Autant il est peut-être, c'est pas facile, mais autant il est facile de construire un pont, de construire une autoroute, parce qu'on sait, c'est très simple, il faut avoir, si on a les moyens, si on sait faire un budget et qu'on a un ingénieur, on va construire une autoroute. Mais essayer de répartir le partage de la richesse, et là on touche vraiment à l'essence même de l'humain. Là, on entre dans une nouvelle phase qui est vraiment révolutionnaire. Mais Naïm Kamel, il faut se rappeler une chose, c'est que les budgets qui sont programmés dans la loi de finances ne sont pas consommés entièrement au 31 décembre. Disons vers octobre, on n'aura même pas consommé 40% à 45% du budget. Ça veut dire que notre capacité à consommer ces budgets n'est pas là, notre capacité à les programmer, à les exécuter de manière intelligente, avec des déficits qui sont criants.
sur disons, tous les problèmes que les régions connaissent viennent de là. Alors il y a une lenteur. Le problème, c'est pas. Encore une fois, on fait un constat. C'est pourquoi, c'est-à-dire c'est cet état de fait qu'il faut changer. Pourquoi on ne consomme pas les budgets? On dit on n'a pas les moyens. C'est ce qu'on entend tous les jours. C'est ça, tout le temps. Vous voulez dire, en fait, c'est que si on ne consomme pas les budgets, ce sont des gens qui n'ont pas consommé ces budgets, et que donc, ce sont peut-être ces gens-là qu'il faut revoir. Aujourd'hui, il faut changer le Marocain. Il faut le changer de l'intérieur. Il faut le changer dans sa façon d'être et dans sa façon de penser. Vous allez voir, je vais donner un exemple très simple. Vous prenez la circulation automobile ou la circulation tout court dans une ville. Vous allez avoir la même personne qui, au volant de sa voiture, va crier contre le piéton qui n'est pas dans le passage clouté et qui va lui-même, une fois qu'il n'est pas dans sa voiture, va traverser en dehors du passage clouté et qui va crier contre l'automobile. Et vous avez cet exemple, c'est très simple, à multiplier par autant de millions que nous sommes. C'est un exemple très simple. Si cet esprit et cette façon d'être n'est pas changé, on ne pourra pas aboutir. D'où, je crois, ça a été dit 3 ou 4 fois dans le discours, les mentalités, l'esprit, la responsabilité, la moralisation, l'intégrité. C'est revenu souvent dans ce discours. Et si on ne fait pas ça, si on n'arrive pas vraiment à rééduquer, parce qu'il faut dire le mot, même si le mot peut prêter à équivoque, vu ce que les rééducations des peuples a conduit dans un certain nombre de cultures. Reconsidérer l'éducation, reconsidérer l'instruction. D'ailleurs, une loi 4 qui vient de passer. Il y a des programmes aussi qui devront changer. Non, mais encore une fois, on va rester dans ce qu'on disait. Encore une fois, ce sont des hommes et des femmes qui sont appelés à faire ça et donc à comprendre. C'est ce que disait le roi en parlant des compétences académiques. C'est comment abolir les passe-droits. C'est comment abolir le népotisme. C'est comment abolir... Tous les ismes, le népotisme, clientélisme, favoritisme, tous les ismes. Ce que les Marocains résument généralement par un terme « bak sahabi ». Et si cet esprit-là ne disparaît pas de notre culture, ça va être difficile. Alors, ce discours, messieurs, a été articulé autour de 3 axes principaux. Le modèle de développement économique qui a pris à peu près les 4/5 de ce discours. Puis, il y a eu le Sahara marocain et l'Algérie. Avant de passer aux 2 derniers axes, je voudrais en quelques mots faire un tour de table sur une vue globale de ce nouveau modèle économique dont le roi avait parlé déjà il y a 2 ans, comme on l'a dit à plusieurs reprises, et qui maintenant semble passer à une vitesse supérieure. Donc, si on devait considérer, si on devait résumer, si on devait garder une idée ou 2 force de ce passage, du passage sur le modèle de développement économique, on dirait quoi? Comment on commence par vous, on fait le tour de table. Alors, on dirait que c'est la concrétisation en fait, d'une vision qui en fait, ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Le constat a été fait à plusieurs reprises par Sa Majesté et il part d'une réalité. Alors, s'il s'agit d'évoquer 2 ou 3 dimensions fondamentales, tout d'abord, la dimension économique elle-même, c'est-à-dire que nous avons besoin d'une restructuration, d'une redynamisation de notre appareil économique. Il va falloir qu'on produise plus. On a évoqué tout à l'heure le taux de croissance, Naïm a évoqué 3%. Et en fait, ce qui est souhaitable pour le Maroc, c'est que le taux de croissance puisse être 6 à 7% sur une longue période, sur une dizaine d'années de moins, pour résorber les déficits. Donc, il y a la dimension économique qui est fondamentale, création plus de richesses. La deuxième dimension fondamentale, c'est la création de l'emploi. Qui sont liés d'ailleurs. Bien sûr qu'ils sont liés, et essentiellement l'emploi pour les jeunes diplômés. Parce que là, c'est également un contraste au Maroc, c'est que lorsqu'on évoque un taux de chômage de 9,6, c'est ce qui a été dit aujourd'hui par le gouverneur de Banque el Maghreb, officiellement. C'est la population active. Voilà. Mais le contraste, c'est que ce taux, il est à peu près de 26%, c'est les jeunes diplômés. Et donc, la question de l'emploi des jeunes, notamment diplômés, est fondamentale. Et bien évidemment, il y a un lien. C'est pour cela que la dimension économique est fondamentale. Il y a un bien problème. sûr. C'est lié à l'inadéquation des profils avec des besoins. Il y a aujourd'hui des entreprises marocaines qui ne trouvent pas les profils qu'il faut.
Alors on continue de former les gens. Il faut tordre le cou à cette réalité. Voilà, remarque, on laisse Abdelatif terminer son idée. Vous allez le dire. On laisse Abdelatif terminer son idée. On continue de parler. En fait, il y a la création de richesse. Pour aller dans son sens. La création de richesse. Plus de création de richesse. La deuxième chose, c'est la création d'emplois, notamment pour les jeunes diplômés. La troisième chose, c'est la réduction des déséquilibres sociaux et spatiaux. Donc le constat, c'est qu'au Maroc, aujourd'hui, si on fait la comparaison entre les régions, malheureusement, il y a des différences énormes entre la région Kazakhstan, par exemple, qui est aujourd'hui à 32% du PIB, suivi par Tanger, Rabat, qui sont entre 16 et 10%. Le reste, c'est 3-4%. Et donc, cette dimension est fondamentale. La troisième, c'est la réduction des déséquilibres sociaux. Là également, le Maroc est considéré sur le pan le plus élevé en matière de déséquilibres sociaux. La moyenne des revenus au Maroc, entre le revenu le moins faible et le plus élevé, elle est de 12 fois, sachant que la norme elle est de 6-7 fois. Et donc, cette question également de la réduction des déséquilibres est fondamentale. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, les grandes orientations du nouveau modèle économique, ils sont connus et ils sont cités dans les discours de Sa Majesté. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est tout d'abord les consolider et surtout la mise en œuvre. Comment les mettre en œuvre? Les finalités, elles sont connues. Création de richesses, création d'emplois, réduction des déséquilibres sociaux, réduction des déséquilibres spatiaux. Ce sont les objectifs. Maintenant, c'est les consolider dans un projet fédérateur. Et la notion de fédérateur, elle est très importante. Il faut qu'il soit partagé et il faut qu'il soit un projet de société. Et la deuxième chose, ce sont les outils. C'est comment. L'objectif, on le connaît. Comment on va y arriver? Et c'est un peu l'objectif de cette réflexion autour du nouveau modèle économique qui devrait être concrétisé par cette commission appelée par Sa Majesté. Naïm Kamal, moi, le capitulatif général sur cette partie. Non, moi, sur le nouveau modèle, c'est ça, je n'ai pas compris. Moi, je crois que, encore une fois, c'est d'une simplicité, j'allais dire, abyssale. C'est la réduction des inégalités. Aujourd'hui, le problème du Maroc se situe là. On sait que les indicateurs macroéconomiques sont bons. On sait que dans les plans sectoriels, le Maroc est bon. On sait que dans beaucoup de domaines, le Maroc a fait beaucoup de choses. Mais le problème, il a été tel qu'il a été posé par là, c'est qu'il y a, malgré cela, malgré tout cet effort, malgré tout ce développement, ça a donné lieu à un hiatus entre les populations marocaines. D'un côté, une population qui vit convenablement et confortablement, plus on monte dans l'échelle, bien sûr, plus ça va mieux, et la majorité qui vit mal, pour dire les choses simplement. Et donc, aujourd'hui, l'enjeu, c'est trouver le moyen de le faire. Or, que s'est-il passé? Revenons un peu à l'histoire. Dans les années 80, les organismes internationaux, FMI, Banque mondiale, qui sont en train de louer et de nous féliciter pour nos indicateurs macroéconomiques, ont imposé au Maroc un plan d'ajustement structurel. C'est quoi l'essence de ce plan d'ajustement structurel? C'est le désengagement de l'État des secteurs sociaux, la santé, l'éducation. À l'époque, déjà, on parlait de l'enseignement, de rendre l'enseignement... Ça, c'est la cure d'amaigrissement de base. De base. C'est l'origine de base, très sec. Bon, évidemment, les inégalités sociales viennent de plus loin, mais ils sont devenus, le choix de l'inégalité sociale, de manière consciente ou inconsciente, est devenu une option politique au Maroc à partir du plan d'ajustement structurel. Et c'est ce qui a produit ça. Bon, alors, moi, ma question, je ne suis pas économiste, mais ma question est très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut reprendre le secteur social et le réintégrer, sachant qu'il n'y a pas d'autres, enfin, on va dire un peu 4-5 ans, on a aboli la caisse de compensation pour... 2013-2014. Donc,
Mais c'était c'est-à-dire, on a enlevé aux riches, mais on a enlevé surtout aux pauvres. C'est lui qui a senti cette amputation de la caisse de compensation. Donc, ce choix social, il est cornélien. C'est pas facile. Est-ce que... On parle d'un pays, hein, rien n'est facile oui, dans un pays. Non, il est encore beaucoup plus que c'est pas facile. Si j'ose dire avec cette expression. Est-ce que tout ce que nous avons accumulé comme indicateurs macroéconomiques qui ont permis ces développements sectoriels que le Maroc a réalisés ces dernières 20 années ne vont pas être remis en cause. C'est tout l'équilibre qu'il va falloir trouver. Je ne suis pas technicien, je ne suis pas expert, mais je me pose sérieusement la question. Et je souhaite aux économistes et aux experts qui vont travailler sur ça, bon courage. Dernier mot sur le modèle économique, Driss Essaoui. Excusez-moi, je crois que la panacée, pour répondre à votre question, je crois que la panacée revient et le facteur humain. C'est ça. Le facteur humain. Les problèmes ont été diagnostiqués, ont été posés, les solutions matérielles sont là, il reste les hommes et les femmes pour mettre ça en pratique. Je pense que dans la réflexion du roi Mohamed VI, depuis l'appel à la réflexion sur un nouveau modèle de développement, à l'époque, en 2017, il a dit que l'actuel modèle d'ailleurs, il vient de le redire, a montré ses limites, etc. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir. Depuis ce moment-là, il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui se sont agités, il y a des universités qui se sont mis à travailler, etc. Mais pas toujours dans le sens efficace. Quand on parle de modèle de développement, pas économique seulement, le modèle de développement, c'est un tout. Donc c'est la grosse machine à laquelle le Maroc il doit s'atteler à réfléchir comment la réparer. Pas réparer, probablement changer carrément les principaux ressorts, les principaux moteurs. Et les moteurs de la croissance, ils sont connus. Ou bien vous avez une rente, vous l'utilisez à bon escient, vous faites des investissements pour le futur. Vous n'avez pas de rente. Vous êtes en train de travailler avec les moyens qui sont les vôtres. Et c'est peut-être tant mieux pour le Maroc. S'il avait eu une rente, je ne sais pas où est-ce qu'on en serait. Aujourd'hui, on est obligé de faire avec nos efforts, de travailler, de nous insérer de manière... serait bien. Voilà. Alors aujourd'hui, on y travaille. Alors en fait, aujourd'hui, avec ce discours, on l'a dit au début, c'est un point d'inflexion dans le modèle économique, dans le modèle politique, dans la gouvernance globale de tout ce modèle. Et le roi est en train de se donner les moyens. Aujourd'hui, on va demander à des gens qui sont qualifiés et qui ont le savoir académique, le savoir-faire, de nous donner quelques indicateurs. Le gouvernement doit travailler de son côté. Et nous, on va se mettre dans le cadre d'une nouvelle vague de réformes, de projets. Et ça, c'est ce que le Maroc va vivre, je suis sûr et certain. Le Maroc, avec ce qu'il a fait, prenez le TGV. Qui c'est qui ne l'a pas vilipendé pendant de longs moments? Toi. Moi, je ne l'ai pas vilipendé. Aujourd'hui, le résultat est là. La réalisation en général, c'est comme ça. On est avec les autoroutes aujourd'hui, les autoroutes avec une nouvelle vision de leur exploitation, elles sont en train de donner de nouvelles richesses. Alors aujourd'hui, le roi nous appelle à chercher ces nouvelles sources de richesses, de les maintenir, de nous libérer d'un certain nombre de freins, dont la cupidité qu'ont certains responsables, etc. Et surtout les rentes, parce on est quand même une économie de rente, ouais. Il faut le dire. Et il y a beaucoup de gens qui ont construit depuis la marocanisation. Depuis que la marocanisation a été entamée, on a vécu sur un système basé sur les rentes et des gens ont fait leur fortune sur ça sans aucun effort. Ils ont été protégés. On leur a donné les moyens, on leur a donné tout. Pourquoi? Parce qu'on avait l'espoir de créer une vraie bourgeoisie. Mais malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'avec toutes les rigueurs que nous avons, Naïm Kamel vient nous rappeler le lendemain des années 81, que c'était des années difficiles. On l'oublie souvent.
c'était Là, on va regarder plutôt vers l'avenir. Les années 80, c'était il y a 40 ans derrière. Mais 40 ans, oui, non, oui. Je suis désolé. On a construit, on a appris à gérer de manière plus rigoureuse les finances publiques. C'est ça le plus important. On a coupé dans le vif, on a taillé dans le vif en ce qui concerne les dépenses sociales. Et vous savez que quand on crée un déficit social, il est exponentiel. Vous ne pouvez pas le rattraper en une année ou deux. C'est ça le plus important qu'il faut savoir. Mais le plus important aussi est de regarder le passé pour appréhender le présent. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Faire le futur. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire. En 20 ans, l'accélération qui a été faite sur les secteurs sociaux, sur les finances, sur les infrastructures, a été très concluante. C'est ce qui pousse le roi à être optimiste, mais il appelle à quoi? Il en appelle à la conscience des Marocains, à leur engagement, à leur patriotisme. C'est ce qui fait justement la force de ce discours, c'est qu'après que le bilan ait été posé, on vient dire voilà ce qu'on va faire d'une manière datée, d'une manière claire, d'une manière technique, avec des gens qui vont venir, des gens nouveaux qui vont venir dans tous les secteurs du public et même du gouvernement. Le roi a aussi réservé une partie de son discours à l'affaire au dossier du Sahara marocain. Je vous propose d'écouter cet extrait. La célébration de la glorieuse fête du trône est l'expression la plus éloquente de notre attachement indéfectible à la marocanité de notre Sahara, à notre unité nationale et à notre intégrité territoriale. Elle est aussi l'affirmation solennelle de notre souveraineté pleine et entière sur l'ensemble du territoire du royaume. Les acquis engrangés par notre pays au plan onusien, africain et européen sont pour nous un motif de fierté. Toutefois, nous appelons à une mobilisation constante à tous les niveaux pour que soient consolidés ces acquis et contrecarrer les manœuvres des ennemis. Le Maroc maintient son adhésion sincère au processus politique mené sous l'égide exclusive des Nations Unies. Sa position de principe est claire. La souveraineté pleine et entière du Maroc dans le cadre de l'initiative d'autonomie est la seule et unique voie envisageable pour parvenir au règlement souhaité. Par ailleurs, aucun pays ne peut à lui seul relever les défis sécuritaires et de développement auxquels nous sommes confrontés. Abdeltef Komad, donc on retourne sur le plateau avec vous sur la question du Sahara. Le roi a réitéré donc l'importance, la priorité, l'incontournabilité, si j'ose dire, même si le terme n'existe pas, des Nations Unies dans le règlement du processus et dans le cadre, évidemment, de l'initiative d'autonomie, qui est la seule et unique voie envisageable. On vient de l'écouter. Votre commentaire? En fait, bien évidemment, comme d'habitude, Sa Majesté a rappelé la question du Sahara marocain parce que c'est une question très importante et comme en fait c'est un discours qui s'inscrit dans la continuité, bien évidemment il est normal d'évoquer cette question, mais d'une manière évidente. Tout d'abord parce que le Maroc est dans son Sahara, c'est une question pour les Marocains et bien sûr étrangers, tout en rappelant bien évidemment les principes fondamentaux, c'est que le Maroc, bien sûr, tout en étant dans ce Sahara, tient au règlement dans le cadre des instances internationales, donc il rappelle les fondamentaux. Et bien évidemment, aujourd'hui, la question du Sahara, il est tellement évidente que le Maroc, il la gère dans le cadre de la continuité au niveau des instances internationales. Mais le plus important au niveau du Sahara, c'est l'effort qui est fait sur le plan économique. Aujourd'hui, on ne l'a pas dit tout à l'heure lorsqu'on a évoqué la régionalisation avancée, mais aujourd'hui, le Maroc a investi dans le cadre du plan de développement des régions du Sud 77 milliards de dirhams on a fait le point à la fin 2018, 48% ont été réalisés avec des projets intégrateurs, notamment la valorisation des phosphates, les infrastructures portuaires, les doubles voies entre Agadir et l'Ayoun, la voie express. Et donc, le Sahara aujourd'hui est une réalité sur le plan politique, sur le plan institutionnel, mais c'est essentiellement un enjeu sur le plan économique. Aujourd'hui, l'essor économique que connaissent les régions du Sud est un exemple aujourd'hui de ce que peut faire le Maroc dans le cadre de la régionalisation avancée, parce qu'au-delà de l'aspect économique,
Moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans le cadre de conférences, par exemple à Lyon, et on s'est rendu compte de cette symbiose au niveau de la gestion locale. Donc, on est déjà dans la régionalisation avancée sur le plan institutionnel. Et donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, la question du Sahara, c'est tellement évidente. Sur le plan économique, je crois qu'il y a une imbrication aussi entre. Ah oui, bon, j'ai évoqué l'aspect économique, il y a un essor fondamental. Mais également au niveau du fonctionnement des institutions régionales. Aujourd'hui, si on voit de près ce qui se passe au niveau de la gestion des affaires locales, les régions du Sud, c'est un exemple pour les autres régions. Et donc, aujourd'hui, la question du Sahara est une question évidente pour nous sur le plan politique, sur le plan institutionnel, et c'est un enjeu sur le plan économique. Et ce qui se fait, il est énorme. Et bien évidemment, on continue à développer cette région. Naïm Kamel, Sa Majesté a été très mesuré. On sent que c'est une affaire qui est en train de quelque part de trouver son issue d'une manière naturelle, la manière dont il en a parlé, dans les termes qu'il a utilisés. Moi, je crois d'abord que le roi en a parlé aujourd'hui dans son discours parce que c'est un passage obligé. Parce qu'il l'aurait zappé si c'était possible pour rester concentré sur ce discours que j'ai appelé au début de discours refondateur. Donc, moi, je crois que cette dimension, il faudrait la retenir. Je crois que le Maroc et le roi, sur cette question, il y a longtemps qu'il a fait sa religion. C'est-à-dire que le Sahara est marocain. On est chez nous. On est chez nous. Voilà la solution. Nous vous la proposons. Nous avons fait un pas. Nous avons évolué. Nous ne disons pas que l'intégrité territoriale, nous disons l'autonomie, nous disons une coopération régionale profonde, d'où la réitération de la main tendue à l'Algérie, avec ce côté affectif. On y arrive, c'est la dernière partie. De l'équipe nationale. Donc, aujourd'hui, le Maroc, dans le dossier Sahara, il est à l'aise. On a connu des années pires avec le dossier Sahara à l'échelle, au plan international. Mais aujourd'hui, on est à l'aise, c'est acquis. Il faut juste que de l'autre côté, on l'admette. Alors, parfois, je sors de mon rôle, Naïm, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, parce que vous dites que bon, c'est un passage obligé, il fallait qu'il en parle, mais non, il y a les acquis, cette citation, cette partie, les acquis engrangés par notre pays au plan onusien, africain et européen sont pour nous un motif de fierté. Il est vrai que sur le plan Driss Issaoui, sur le plan onusien, mais surtout africain et encore plus européen avec ce qui vient d'être signé, il y a eu des bons qualitatifs quand même qui étaient importants, qui sont faits cette dernière année, si on parle de la dernière fête du trône à l'actuelle. Quand on parle d'acquis ici, je pense qu'il y a de la réelle politique qui prime dans ces affaires-là. D'abord, le retour à l'Union africaine a été salvateur, c'est-à-dire ça nous a décomplexés par rapport au continent, par rapport à cette possibilité. Parce que même quand le Maroc n'était pas dans l'Union africaine, il continuait à faire du bilatéral. Aujourd'hui, on est dans le bilatéral et dans le multilatéral. L'affaire du Sahara, le roi, il est intraitable sur cette question. C'est les Nations Unies qui gèrent le dossier et c'est dans le cadre du système des Nations Unies qu'une solution acceptable par toutes les parties à travers un processus de dialogue politique, etc., dans le cadre de la proposition émise par le Maroc. C'est fini, on n'en parle plus. Maintenant, il a eu un geste assez émotionnel vis-à-vis des frères algériens, parce qu'aujourd'hui, ils vivent... On y arrive, c'est le dernier acte. Voilà, justement, ils vivent un moment important de leur histoire. C'est aussi un changement très important. Non, mais avant, excusez-moi, Driss Issaoui, avant de parler de l'Algérie, on y parlera dans 5 minutes. Il ne reste pas beaucoup de temps d'ailleurs. Il s'est passé quoi au plan africain et européen pour que le chef de l'État en parle? Alors, sur le plan africain, le retour à l'Union africaine, l'intégration de la zone de libre-échange, le projet du gazoduc, tout ça, c'est du lourd. Et vous avez aussi toute la gestion des problèmes sécuritaires qui se fait aujourd'hui de manière harmonieuse à ce niveau-là, avec d'autres puissances. C'est l'Union africaine qui a finalement reconnu que la primauté est à l'ONU. Non, ça y est, ça c'est un problème résolu. Maintenant, vous avez aussi au niveau de l'Afrique toutes les perspectives qui s'ouvrent en ce qui concerne la coopération. Le Maroc a développé quelque chose assez... À un moment donné, on aurait dit que le roi Mohamed VI a un discours des grands leaders du tiers-monde des années 60.
C'est-à-dire qu'un retour, une réflexion sur soi, le fait de dire nous n'avons besoin que de nous-mêmes, c'est-à-dire que donner la confiance aux Africains, dire attention, il faut qu'on arrête de se faire exploiter et que nous, de toutes les manières, on travaille gagnant-gagnant ensemble. Ça, c'est des atouts. Avec l'Union européenne, l'accord de pêche et l'accord agricole a été, je pense que achevé le mythe. Voilà, donc on a achevé complètement cette histoire où le Polisario, à chaque fois, faisait des revendications, des doléances, machin, etc. Ça n'a pas pris. Ils sont allés à la Cour européenne de justice. Ils font du lobbying au niveau au niveau des pays, des pays scandinaves, aux États-Unis au niveau du Congrès, etc. Ça y est, les grandes puissances savent quels sont les enjeux géostratégiques au niveau de cette région, quelle est la place de ce pays qui s'appelle le Maroc, quelle est sa force, et finalement qu'on est revenu à la raison et que c'est les Nations Unies qui diront le dernier mot dans cette affaire. Il y a eu beaucoup de retraits de reconnaissance des pays latino-américains. C'est ça. Non, moi je voudrais surtout souligner pour l'Union africaine, souvent on a dit que le retour de l'Union africaine était à cause de la question du Sahara. La politique africaine du roi Mohamed VI a démontré que c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est une vision beaucoup plus globale. C'était une nouvelle doctrine diplomatique qui disait que l'affaire du Sahara allait se régler avec l'économie et que donc il fallait jeter les bases d'une coopération sud-sud vaste, d'une coopération au lieu de rester à attendre. C'est le sud-sud. Voilà. Qui est très ancien. On avait commencé par la coopération triangulaire au niveau de l'Afrique, en utilisant justement des fonds de développement destinés à l'Afrique, que le Maroc était l'intermédiaire, et ça a très bien marché. Aujourd'hui, on a une belle expertise au niveau de l'Afrique, que ce soit au niveau de l'assurance, la banque, le phosphate, l'agriculture, etc. Il y a un moment donné où on envoyait des techniciens agricoles au Mali et au Tchad pour traiter le criquet, pour traiter un certain nombre de problèmes au niveau de l'agriculture. Et ça a très bien réussi. Et ça continue. Et à l'heure où nous faisons ça, justement, c'est la période où les puissances occidentales ou pas occidentales sont en train de rentrer. C'est beaucoup de respect, c'est beaucoup de dignité et de respect dans le traitement des frères africains. C'est-à-dire que les gens oublient souvent que nous-mêmes, on fait partie de ce continent. Et c'est ce respect que les Africains apprécient. C'est surtout cette destinée commune qui est dessinée par l'approche du roi Mohamed VI. Et comme je disais justement, avec toutes ces puissances occidentales et non occidentales qui sont en train de s'implanter en Afrique, le Maroc s'est quand même quelque part imposé comme étant un interlocuteur de prestige, le passage. Non, c'est un interlocuteur aussi bien avec les gens du Nord que de l'Est, de l'Asie ou de l'Afrique. On arrive au dernier... La singularité, pourquoi le Maroc s'impose au niveau de ses relations avec les pays subsahariens, en fait, il y a plusieurs dimensions. Tout d'abord, il y a les relations séculaires. Le Maroc a une très grande estime, beaucoup de considération au niveau des pays de l'Afrique subsaharienne pour des considérations culturelles, religieuses, etc. Beaucoup de respect. La deuxième chose, c'est cette approche de partenariat. On n'est pas dans une approche d'assistanat. Et nous sommes dans une relation gagnant-gagnant. Et tout cela, bien évidemment, dénote d'un respect mutuel et donne une position au Maroc au niveau de l'Afrique qui est différente un peu de ce que pourraient apporter d'autres investisseurs. Aujourd'hui, le Maroc s'impose, comme par exemple au niveau de la Côte d'Ivoire, comme un investisseur de taille dans plusieurs pays. Il est en train de transcender même des puissances européennes. Alors, on arrive au dernier axe du discours de Sa Majesté sur l'Algérie. Encore une fois, je vous propose d'écouter ce passage. Aussi, nous réaffirmons notre engagement sincère à garder la main tendue en direction de nos frères en Algérie, fidèles en cela aux liens de fraternité, de religion, de langue et de bon voisinage qui unissent depuis toujours nos deux peuples frères. La dernière illustration en date de cette proximité remonte à la Coupe d'Afrique des Nations, organisée récemment dans le pays frère d'Égypte, au cours de laquelle le roi et le peuple du Maroc, dans un élan spontané et sincère, ont témoigné leur sympathie et leur soutien enthousiaste à la sélection algérienne. Ils se sont joints au peuple algérien pour partager sa fierté à la suite du sacre mérité lors de cette compétition
car cette victoire, ils l'ont ressentie comme étant aussi la leur. Cette foi profonde dans la communauté de destin, sous-tendue par une histoire et une civilisation commune, nous incite à œuvrer avec espoir et optimisme à la réalisation des aspirations à l'unité, à la complémentarité et à l'intégration portées par nos peuples maghrébins frères. Driss Aissaoui, un passage plaisant, un passage émouvant, rappelant l'engouement et la joie que nous avons tous ressenti à voir une équipe algérienne qui est partie jusqu'au bout de son rêve, d'une autre aussi. Ça a été dit clairement par le roi. Depuis tout à l'heure, vous essayez, enfin vous rentriez sur ça, je vous sentais arriver sur l'Algérie, ben vous y êtes, allez-y. Non, alors en fait, pour l'Algérie, c'est simple, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait beaucoup de respect, beaucoup d'estime pour ce peuple qui est en train de vivre un moment historique de son histoire. C'est un pléonasme, mais un moment particulier de son histoire parce qu'il est en train de faire une introspection sur aussi une vingtaine d'années de gouvernance dans ce pays. Et le Maroc a toujours respecté ce peuple, son hirak, etc. Et à aucun moment le Maroc n'a voulu s'immiscer dans quoi que ce soit. Au contraire, il y a eu la Coupe d'Afrique et c'était le moment de faire exploser ces sentiments de joie, de fierté pour ce que cette équipe algérienne a fait. Et le roi lui-même, il a adressé une lettre officielle au gouvernant d'Alger, mais surtout, il a réitéré la main tendue. Le 6 novembre dernier. Parce qu'en fait, la main tendue, c'est quoi? C'est tous les fondamentaux qui unissent le Maroc à l'Algérie sur une longue période d'histoire. On est en train de revivre ça. On leur dit il est toujours possible de revenir à une table de négociation, de discuter, de rouvrir les frontières, etc. etc. J'espère que ça se fera et que ceux qui vont gouverner l'Algérie bientôt comprendront le sens de cet appel à l'histoire. Naïm Kamal, il s'est passé de belles choses aussi à la frontière. Oui, on les a vus fêter à travers les frontières fermées. Venez. On l'a tous vu, cette vidéo où il y avait des Algériens qui sautaient la frontière et on avait un en face des gardes frontières. Qui était chopé par les gardes frontières et que les Marocains appelaient laissez-le. Laissez-le. Puis ils ne savaient même pas comment faire, comment le traiter. Bon, c'était un moment qui peut rappeler les bons moments. Les grands moments entre le Maroc et l'Algérie. Je crois que le roi l'a bien exprimé avec un ton très affectueux. Ça a été également dans la lettre qu'il a envoyée et qu'il avait adressée au président par intérim, Abdelkader Ben Salah. Mais ça veut dire que malgré l'énormité du litige, quand on y met du sien, il y a quelque chose qui reste entre le Maroc, enfin entre les deux peuples marocains et algériens, et que on pourrait peut-être recoudre les relations, recoudre l'amitié séculaire et l'affection que se partagent les deux peuples, pour peu que du côté algérien, après l'étape qu'ils sont en train de traverser, que nous espérons qu'ils vont réussir à en sortir pacifiquement, qu'on pourra peut-être trouver une entente. Bon, j'ouvre trop les perspectives et peut-être que je fais preuve de beaucoup d'enthousiasme et d'ambition pour ce qui peut, d'optimisme, exactement. Mais c'est bon. En fait, quand vous dites ce qui reste... Ça veut dire qu'on peut, par une étincelle qui est un but et une victoire, faire ressortir tout l'amour que les deux peuples se partagent. Quand vous dites ce qui reste, ou il reste de belles choses, moi je ne sais pas, mais finalement cette affaire de Cannes a montré, ce n'est que du foot finalement, mais ça a montré véritablement ce qui existe entre ces deux peuples depuis 40 ans ou 45 ans. Non, ce n'est pas de la foutaise, parce que ça a permis... c'est du foot. Non, le foot, oui, non, je parle du foot, bien entendu. Ça a montré que finalement, on a tous regardé, les foot et les pas foot, on a tous regardé, on était tous là. Et quand le chef de l'État dit, ils se sont joints, les Marocains se sont joints au peuple algérien pour partager sa fierté à la suite du sacre mérité lors de cette compétition, car cette victoire, ils l'ont ressentie comme étant aussi la leur. C'est quelque chose d'important. Oui, Aziz, ça n'a pas été facile, d'autant plus qu'ils étaient face au Sénégal,
On ne va pas refaire la canne, là on est en train de parler. Non, c'est le Sénégal qui est un pays ami, qui est un Non, on parle des ami. parcours sur cette match. En fait, ça donne une certaine particularité à ce conflit. Dans la majorité des conflits, en général, il y a une certaine animosité entre les peuples. Ce n'est pas le cas pour ce conflit. Et ça, c'est très important, parce que les relations profondes existent et continuent à exister entre les peuples. Et à mon sens, ce conflit a une dimension un peu superficielle, parce que le plus important, ce sont les relations entre les peuples. Et les peuples se respectent, se considèrent. Et je crois Sa Majesté, en évoquant cet exemple, veut insister sur la profondeur de la chose. Parce que le plus profond dans cette histoire, c'est la position des peuples. Et les deux peuples continuent à entretenir des relations de considération, de respect. Et je crois que si demain on arrive à trouver une solution aux problèmes politiques, tout de suite après, les deux peuples vont fusionner comme ils l'ont toujours fait. Et ça, c'est très important pour nos deux pays, parce que dans d'autres situations, en général, les conflits ils sont plus profonds. Et ce n'est pas le cas entre le peuple algérien et le peuple marocain. Quelques secondes pour vous, Driss Issaoui. Très, très rapidement, le discours, il se termine sur un remerciement à tous ceux qui ont donné à ce pays pour en faire, le roi le dit, un pays, un Maroc moderne où règne en maître mot développement, démocratie et progrès. Le choix des mots est très important. Le développement, la démocratie et le progrès, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour cela qu'on est en train de parler d'une nouvelle ère dans le développement de ce pays. Et moi, pour l'instant, je suis plein d'espoir et d'optimisme pour ce qui va venir. C'était donc l'édition spéciale consacrée au discours du trône de 2019 adressé par le roi Mohamed VI à la nation ce soir. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci à vous, Abdelatif Komat, Driss Issaoui, Naïm Kamal d'avoir été avec nous, de nous avoir aidé à décrypter ce discours. Merci à vous d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci.